Madame, Monsieur, bonjour à tous, bonjour à vous et merci de nous retrouver encore sur cette antenne pour ce début bien sûr de semaine avec 10-12 le Zénith qui démarre à l'instant. C'est encore un plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute mais surtout au regard de cette édition qui comme chaque jour vous permet de vivre les réalités du Cameroun avec les sujets qui gravitent autour bien sûr de la République. Vaccination contre le cancer du col de l'utérus. La campagne est prévue bien sûr pour le 23 septembre prochain selon le communiqué rendu public par Acherio Kilo, secrétaire d'État au ministère de l'enseignement de l'éducation de base. Et on le sait en même temps, pour cette vaccination, 339 908 jeunes filles âgées de 9 ans devraient recevoir justement ce vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Aujourd'hui, la question est évidente. Que font les parents? Que disent les parents? Que disent les chefs de famille aujourd'hui? Est-ce que ce vaccin ne devrait-il pas être restitué à ces filles avec l'accord parental? Pourquoi l'imposer aux familles? Quelles sont bien sûr les conséquences de ce vaccin? Qui sont ceux qui sont derrière? Quelles sont les industries pharmaceutiques qui d'ailleurs mettent ceci à la disposition de ces Camerounais? En tout cas, on en parlera dans cette édition de 10-12 le Zénith avec vous, Madame, Messieurs. On parle également de la suspension des cours de remise à niveau, si vous voulez, des cours de répétition dans les établissements publics comme privés au Cameroun par la ministre des Enseignements secondaires, Naloba Yonga, qui a interdit à travers justement une note le week-end dernier de faire ses cours. Est-ce que c'est normal, 6 mois pratiquement après, pour tous ces enfants qui sont dans des quartiers, dans des familles, qui n'ont pas été au contact avec le BIC ou encore les cahiers, pourquoi pas les livres, de faire ces cours de remise à niveau? La ministre ne devrait-elle pas plutôt encadrer ceci avec le prétexte, bien sûr, parlant du Covid-19, n'est-elle pas un tout petit peu en train de faire un show qui n'arrange pas les populations camerounaises? La question bien sûr est posée aujourd'hui. Et surtout, on va le dire, en Guinée équatoriale, juste à côté, chez nos voisins, tout un gouvernement qui remet sa démission au premier citoyen du pays, au président de la République Théodoro Nguema Obiang. Qu'est-ce qui s'est réellement passé en Côte d'Ivoire, en Guinée équatoriale, tant pour moi, pour que ceux-ci viennent à restituer leur demande de démission au président? Et qu'est-ce que le président attendra de faire dans les jours à venir? Peut-être va-t-il nommer un nouveau gouvernement? Si oui, qui sont ceux qui seront choisis et pour quelles raisons ceux seront choisis? La raison également a été donnée que ceux-ci n'ont pas atteint, pour ce précédent gouvernement, ils n'ont pas atteint les objectifs escomptés avec la feuille de route qui leur a été restituée au début justement de leur engagement. Merci à vous de trouver de l'intérêt, madame, monsieur, comme tous les jours sur cette antenne. La grande équipe est au complet ce matin. Charles Amel Bachou, Bonbon Bengan, Karine Sontier, Dominique Audrey Oyengelek, ensemble unis pour la même mission. Encore ce matin, nous allons vous servir. Bonbon Bengan Kandji, bonjour. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Le 12 août dernier, le ministre des Enseignements secondaires, professeur Pauline Naloba-Yonga, a signé comme ça, pêle-mêle, la création de d'une multitude de lycées bilingues. Oui, peut-être faudrait renforcer l'anglais partout au Cameroun, mais on oublie une chose, ces lycées ne sont pas bilingues. En fait, il s'agit de deux établissements qui se côtoient. Il existe deux lycées bilingues au Cameroun, le lycée bilingue de Buea et celui d'application de Yaoundé. Les autres lycées dits bilingues sont deux établissements. Un qui dispense la version francophone et l'autre la version anglo-saxonne. Donc il n'existe pas de lycée bilingue. Vous ne pouvez pas avoir dans un même lycée dit bilingue certains élèves qui composent les examens probatoires et d'autres qui ne le font pas. Vraiment, il faudrait qu'on revoie, qu'on crée des lycées véritablement bilingues. Ce n'est pas la jonction de deux sous-systèmes qui donnent le bilinguisme. Merci. C'est quoi finalement? Si ce n'est pas la jonction, c'est quoi? Non, il faut créer un lycée où on a un BPC bilingue, on a un baccalauréat bilingue. Un probatoire vous pouvez bilingue. avoir, oui. En fait, on avait d'ailleurs dit qu'on éliminait le probatoire. Nous ne pouvons pas prendre le système anglo-saxon qui n'a pas de probatoire, venir leur imposer le probatoire. Si on veut donc faire un lycée bilingue, on avait dit qu'on devait éliminer le probatoire. On aura un BPC bilingue, un baccalauréat bilingue. Vous pouvez avoir un professeur de mathématiques qui est francophone, celui de sciences physiques qui est anglophone. Donc,
on fait des choses comme ça pour que les diplômes forment des gars bilingues. Il va peut-être aller voir très loin justement dans la réalité empirique de ce sujet, madame, messieurs, qui aurait voulu qu'aujourd'hui, que tous les Camerounais, quel que soit le bord, que ceux-ci soient absolument bilingues. Que non, c'est le constat qui est fait. Et bon, Bengan fait bien sûr justement ce matin de revenir sur cette réalité concernant la mise en place de ces établissements d'enseignement secondaire. Malheureusement, il a très bien dit, il n'y a pas de lycée de bilingue au Cameroun. Peut-être deux en a-t-il fait justement état ce matin. Charles Amembachou, bonjour. Bonjour Monsieur Michel Ngatiou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour tout à fait particulier aussi à la suite de Bombok au ministre des Enseignements secondaires, Madame Nalova Lyonga. Lorsque les enfants présentaient le Common Entrance pour les anglophones et le CEP, il avait été demandé qu'on réduise en termes de résultats à 24 par salle, plus les redoublants, cela devait faire un minimum de 50. Dans certains établissements, on a eu 900 candidats au concours, on n'a pu prendre que 89 en fonction des Form 1 et des classes de 6e. Aujourd'hui, on a plus de 7000 parents qui se demandent où vont aller leurs enfants. Doit-on se limiter uniquement à 24 comme réussi ou 50, ou alors il faut penser autrement? Pourquoi est-ce qu'ayant pris une décision comme celle-là, vous n'avez pas décaissé de l'argent pour agrandir, procéder à l'extension de certaines salles de classe? Que fera-t-on des 5e? Que fera-t-on des 4e? Que fera-t-on des secondes? Autant de questions qui se posent à ce jour. Vivement que vous preniez les bonnes décisions parce que les parents sont aux abois. On parle bien de 7000 là, Charles Amel. 7000. 7000 parents 7000 qui se parents demandent, qui sont déjà dans l'établissement, en se demandant où vont les enfants. Et nous avons des proviseurs et des responsables qui disent on ne peut pas aller à l'encontre des décisions de Madame le ministre. Elle a dit c'est 24, c'est 24. Vous avez un lycée qui a reçu 900 candidats, on ne prend que 89. Les autres vont où? Très bien. Le chiffre est fort. C'était qu'un cas par habitant. Le chiffre est fort et évocateur, madame, monsieur. Il va falloir absolument se pencher là-dessus et mieux comprendre cette situation. Que feront justement ces 7000 parents en attente aujourd'hui? Et quand on dit 7000 parents, c'est le chiffre perceptible. Qu'est-ce qu'on fait des autres? Merci beaucoup. Karine Sontia, bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. J'espère que Francis Nganou a finalement pu digérer la déferlante de critiques qui a été adressée à son encontre pendant tout le week-end sur Internet, notamment parce qu'il a eu à aller dans la caserne du Bir, une situation qui a été fortement critiquée sur Internet, et il a essayé de s'expliquer en disant qu'il est Camerounais, il est patriote et autres. Là encore, il a ajouté de l'huile sur le feu et finalement, il a promis un direct au cours duquel il n'a pas mentionné ce fait-là, justement pour essayer de tasser un peu la situation. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre cette critique-là? Pourquoi est-ce qu'on a orienté cette critique vers le sens du patriotisme? Comment est-ce que les internautes ont pu interpréter la visite de Francis Nganou dans la caserne du Bir? On va en parler dans le cadre de la revue des réseaux sociaux ce matin. Merci beaucoup Karine Sontia, on en parlera également. Mais on va souhaiter déjà un bonjour à Dominique Audrey Oyengelek. Bonjour Dominique. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, j'adresse un bonjour particulier comme M. Mbachou et Père Bombok à la ministre des Enseignements secondaires qui estime que on ne devrait pas effectuer des cours de remise à niveau pour tous ces enfants qui ont arrêté l'école depuis très longtemps. Figurez-vous, madame, qu'il y a des enfants qui, malheureusement, ont oublié comment est-ce qu'ils devraient écrire leur nom. Qu'est-ce qu'on va faire de ces enfants-là? Est-ce qu'ils vont reprendre la classe tout bonnement comme ça? Ou alors ils vont aller en classe supérieure avec toutes les lacunes de l'année précédente? Il ne faut simplement pas interdire parce que moi, j'estime que ces cours sont de bon augure pour ces enfants qui sont restés à la maison, qui ont coupé les contacts avec l'école pour pouvoir commencer l'année qui vient sur les rails. Mais si on refuse, ça veut dire que les parents vont payer cette année blanche. Je veux dire que les enfants vont devoir reprendre. Donc, ne faites pas simplement un communiqué, donnez-nous des voies de sortie. Quand je l'ai dit, je m'adresse encore cette fois-ci à tous les Camerounais. Vraiment, il s'avère qu'on a la mauvaise habitude de jeter les choses, nos ordures, les détritus, n'importe où, n'importe comment. Et hier encore
Sur la route de Bomono là-bas, un bus de transport qui venait de l'ouest, une personne a jeté une bouteille par la fenêtre qui a causé un accident de moto en dehors. Donc vraiment, il faudrait que les gens arrêtent ça. Mieux vous laisser la bouteille dans le bus et on va nettoyer là-bas au lieu de jeter par la fenêtre. Le faire, ça montre la qualité de l'environnement, votre état dans votre propre maison. Et c'est bien dommage, Dominique Audrey, justement, ces situations. Mais on va revenir rapidement en dehors de cette deuxième que vous avez décriée ce matin. Ouais. Rappelez qu'en ce qui concerne les inscriptions qui commencent dans les établissements primaires, privés aujourd'hui, il y a des établissements qui ont choisi de confisquer les bulletins d'élèves, des élèves de l'année dernière, sous le fallacieux prétexte que ceux-ci, les parents n'ont pas fini justement la pension. Et c'est un gros problème quand même parce que les parents se disent, nos enfants n'ont pas terminé l'année et vous, chef d'établissement du privé, vous choisissez justement de confisquer les bulletins des enfants. Sous quel prisme? Pourquoi le faire? On ne comprend pas et il y en a qui demandent aujourd'hui que la pension soit totalement versée avant de retirer le bulletin de l'enfant. Est-ce que les parents devraient-ils rester justement muets, sans mot dire sur cette question? Est-ce que l'État du Cameroun devait également rester muet? Là encore, on interpelle le ministère de l'enseignement, de l'éducation de base, mais surtout le ministère des enseignements secondaires sur cette question. Comment expliquez-vous cela? Pourquoi ne pas également vous intéresser à cette question? 6 mois quand même que les enfants ont fait au quartier, une année quasiment blanche, même si on a commencé et qu'au mois de mars, les choses se sont compliquées. Il faut justement aller voir clair dans ces situations, restituer les bulletins des élèves dans ces établissements afin que ceux-ci qui ont effectué des déplacements puissent réinscrire leurs enfants véritablement dans d'autres établissements sans souci. Allez, on va rapidement passer à l'histoire du jour. Dominique Audrey, c'est avec vous. Oui, l'histoire de ce matin, c'est l'histoire de Gaëlle. Gaëlle a 26 ans et elle a rencontré Bernard qui va l'épouser dans les mois à venir si au grand jamais, on réussit à dissiper ses doutes. Nous sommes du même village et par cette occasion, sa famille a déjà rencontré la mienne qui a donné son mention pour le mariage. Mon problème, c'est le suivant. Il s'avère que des rumeurs dans notre village font état de ce que la famille de mon futur époux n'est pas fertile. Que si jamais, au grand jamais, je me marie dans cette famille-là, j'ai peu de chances d'avoir un enfant. Et elle dit qu'il n'y a qu'une des sœurs de son futur époux qui a enfanté jusqu'ici. La question qu'elle pose est de savoir, est-ce que ces rumeurs sont fondées? Et comment comprendre que jusqu'à 40 ans, Bernard n'ait pas eu d'enfant? Karine, s'il te plaît, dis-moi ce qu'il y a à faire. Comment gérer cette situation? Donc, l'histoire de ce matin interroge le pourquoi du mariage. C'est quoi en réalité le mariage? C'est quoi la finalité du mariage? Peut-on se marier avec quelqu'un qui ne fait pas d'enfant, entre autres? Et quelle est l'importance qu'on devrait donner aux rumeurs? Très bien. Et là même, on va se poser la question aussi, la place même des enfants dans le mariage, mais surtout, comment gérer l'infertilité dans le mariage. On peut également avoir toutes ces questions ce matin, dans l'espoir d'avoir des réponses à tout ceci. Bienvenue à vous, madame, messieurs, pour ceux qui nous retrouvent à l'instant. Vous le savez, les pages sont connues 10-12, le Zénith sur Facebook, ou pour ceux qui nous regardent rapidement, toujours sur Facebook, allez vous abonner à la page Equinox TV et laissez-nous en live vos commentaires. Vous avez également un numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Envoyez nous vos commentaires, nous les lirons tout à l'heure. Allez, je commence avec vous, Mbouan Bengan. Une situation quand même comme celle-ci, après 40 ans sans enfant, et que l'on apprenne à travers les rumeurs que la famille à laquelle vous appartenez ne fait pas d'enfant, la fille craintive aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut la rassurer et l'encourager justement à convoler en juste noces, surtout d'en être heureuse au moment venu? D'abord, il faut dire que les inquiétudes de cette fille sont légitimes et c'est de bonnes inquiétudes. On sent que au-delà de certaines filles dévergondées, il y en a qui sont vraiment, qui intègrent l'institution du mariage dans leur gène. Et merci pour sa maman pour avoir fait ça. Voilà une fille qui s'inquiète. Si j'ai mon gars, je vais en mariage, il ne fait pas des enfants, je vais faire comment? Voilà une bonne fille. Justement, mais poser la question de 40 ans, j'ai pas mon gars n'a pas de mariage, ça me gêne un peu. Non, il n'a pas d'enfant à 40 ans. Oui, ça me gêne. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que
ça n'allait pas poser notre problème pour les filles d'aujourd'hui? Est-ce que son ex deviendra avant lui? Bon, vous voyez comment je vous dis souvent que l'ex, c'est-à-dire que l'enfant que va trouver avec son mari qui a 40 ans, qui a un enfant avec son ex, comment cet enfant va-t-il évoluer? Voilà pourquoi je vous dis souvent que votre soi-disant mouvement d'émancipation des femmes, là, elle vous a perdu. Vous a perdu, ça veut dire qu'elle pose des questions normales pour une femme normalement constituée, très bien équilibrée, mais elle va puiser là où il y a les déchets. Donc, l'expérience est simple, ma fille. Nous avons 2 ou 3 orientations majeures. La plus plausible, c'est que vous devenez enceinte avant le mariage, avec votre gars. Voilà le premier test. Est-ce qu'il y a un accord parental pour ça? Mais elle s'inquiète, elle veut avoir les assurances. Les assurances, c'est elle qui les assure. C'est elle qui apporte l'assurance d'elle-même, puisque les 2 familles veulent mettre leurs enfants ensemble. Ça veut dire que elle va donc tester si le gars peut faire un enfant, un gars va l'enceinter. Voilà la première hypothèse pour garder son truc, parce que pendant le processus, elle doit apprendre que même si elle devient enceinte à ce moment-là, elle ferme la bouche. Parce que si elle parle, le processus de la dot s'arrête. Donc, il va falloir justement qu'elle tombe enceinte si elle veut bien. Oui, et si qu'elle elle veut accouche bien. par la suite. Voilà. Avant d'engager toute procédure. Avant de continuer, puisque quand une femme, la grossesse d'une femme est déclarée dans le processus, on arrête. On va continuer après l'accouchement. D'accord. Maintenant, vous, apparemment, on me dit que la médecine a évolué. Moi, je conteste. Oui. Ils peuvent donc aller faire des tests, tout ce qu'ils veulent là-bas. Spermogramme par-ci, tout ça, pour voir si effectivement son gars pourra faire des enfants. Pour s'exclure justement des rumeurs. Voilà, pour s'exclure des rumeurs. Mais l'autre chose, c'est de nous consulter. Nous, dans l'Ongambi, on saura. Maintenant, est-ce que le gars n'était pas allé à l'école au point où il est dit, comme il y a aussi certaines filles dont je respecte et j'apprécie le comportement, dit, je vais faire mes enfants quand je serai marié. Est-ce que c'est l'option que le gars a prise? On ne sait pas encore. Mais elle, c'est la rumeur qui l'amène à le faire. Et j'ai dit, c'est bien. Maintenant, il faudrait qu'elle porte cette rumeur-là. Si elle ne veut pas concevoir maintenant, qu'elle porte cette rumeur-là auprès de sa maman. Donc, c'est les femmes qui savent gérer ça. Et dire comment ça va se faire, ainsi de suite. Donc, très bien. Merci. Très bonne journée. Merci, bon Bengan Kandji, ce matin, pour cette première proposition ce matin. Charles Amel Batchou. Ou bien il faisait les rapports avec les préservatifs. Bon, je ne peux pas. Parce qu'il y a aussi le fait que le gars dit, bon, peut-être je veux pas moi, mes enfants, oui, moi, je ne veux pas d'enfants. Les femmes avec leur jonglerie là dans la tête, parce que tu es allé avec une femme, va dire, c'est toi qui m'as enceinte alors que je n'étais pas toi. Voilà. Bon, peut-être que le gars se protégeait. Mais quand même, l'histoire nous dit qu'il y a eu des rumeurs dans le village qui disent que ce garçon, la famille de ce garçon ne fait pas assez d'enfants. Et dans l'histoire de Dominique, peut-être on peut se perdre, vous nous rassurez justement que la famille de ce garçon, il n'y a qu'un seul petit-fils. Non, il y a une fille qui a des enfants. Donc la sœur du monsieur a des enfants. Ah d'accord, mais on ne donne pas le nombre d'enfants de cette famille, malheureusement. Allez, Charles Amel, est-ce qu'on n'a pas à se demander finalement ici si le bonheur dans le mariage passe également par le fait d'avoir des enfants? Le bonheur dans le mariage, les enfants qu'on les obtient, ça fait partie justement du bonheur dans le couple, non? Dans le principe du mariage en Afrique, oui, le plus important, c'est d'abord l'amour. On met en avant l'amour, l'union de 2 familles, avant d'intégrer la suite qui est la pérennisation de la famille. C'est très important qu'on précise ces différents points. Les 2 familles s'aiment, elles se sont rencontrées, elles désirent unir leurs enfants afin de pérenniser. C'est important. Les gens ont l'impression que on se marie pour l'enfant. La preuve, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui n'ont pas pu donner des enfants, qui sont dans les ménages et qui sont mariées. Mon village, oui, même dans les chaufferies. Je vais vous dire qui sont bien mariées, qui sont là, monsieur Michel Ngatchou, qu'on n'a pas répudié. Au contraire, c'est des femmes qu'on encadre et qu'on entretient. C'est celles
dont on retrouve le nom le plus dans toute la famille. Parce que toute personne qui accouche veut donner le mbombo sur elle, ce qu'on appelle le mbombo traditionnellement. Ils doivent porter... Juste une virgule à ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui. Il y a des familles qui sont de plus en plus réticentes en disant elle ne fait pas d'enfant. La crainte, c'est de donner le nom de mon enfant à cette femme et que mon enfant revienne récemment à cette femme. C'est l'occidentalisation, monsieur Michel Ngachou. Vous savez, on dit la femme qui va en mariage a l'obligation de boucher ses oreilles avec le coton, de s'aveugler et de se oindre avec l'huile rouge afin de ne pas sentir. C'est pas aujourd'hui qu'elle connaît ce gars. Elle vit avec ce gars depuis. Ce n'est pas de sa responsabilité. La femme qui va en mariage n'enquête pas. La femme qui va en mariage est omnubilée par son homme, elle est omnubilée par le mariage. Il y a des tantes. Aucune enquête possible. Elle n'a aucune enquête à faire, ce sont ses tantes. Ce sont ses sœurs qui vont dans le village, qui posent des questions. Ah, ma soeur veut prendre un gars de telle zone. Ah, ma soeur est en train d'aller. Hey, ta soeur veut aller là-bas. Oui, c'est des bons gens. Mais c'est dans quelle famille? C'est ce qu'on appelle l'enquête de moralité. Il y a une enquête de moralité qui est faite 6 mois à 1 an avant le mariage. 6 mois à 1 an avant le mariage. Est-ce que tu es sûr que le gars même chez qui tu pars est bon? C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on va jusqu'à célébrer le mariage, monsieur Michel Ngachou, on ne remet pas l'acte de mariage coutumier. On dit, allez, on est d'accord, vous nous avez donné ce qu'il fallait faire, vous avez respecté la procédure, allez. C'est après 5-10 ans que le père peut vous rappeler, il établit l'acte de mariage coutumier parce qu'il s'est rendu compte qu'effectivement, vous avez su encadrer. Donc, la jeune fille qui décide de partir aujourd'hui, ça pose un problème. Et c'est là où je vais quand même envoyer des salutations à cette ethnie au Cameroun, parce que nous avons plusieurs, notamment ceux de la forêt, M. Michel Ngachou, qui, de ce côté, ont estimé que la jeune fille et le jeune garçon, avant d'aller en mariage, doit démontrer sa virilité. Lorsque vous arrivez dans une concession pour prendre une fille dans toute la grande famille de la forêt, on vous dit, attention, celle que vous venez prendre, elle peut. On appelle un enfant en disant, comme vous voyez, c'est l'enfant qu'elle a fait, mais c'est notre enfant, c'est pas le vôtre. Vous pouvez partir, épouser la jeune fille, sans que cela ne pose un quelconque problème. Ça, en menant des actions, on se rend compte. Donc, je pense qu'ici, ils ont couru, c'est-à-dire les deux, le garçon et la fille. Ouais. Ils ont couru. C'est encore la fille qui passe dans les bars, au marché, et j'ai décidé d'épouser telle. Celle-même, elle peut tomber sur une rivale qui lui dit, la famille là, vraiment, il n'accouche pas, c'est la preuve, tu ne vois pas. Et comme Bombok l'a dit, ça peut être un gars qui n'a fait qu'aller à l'école, qui n'a fait qu'aller étudier. Celui qui va à l'école, c'est loin de beaucoup de choses. Vous allez vous rendre compte que ceux qui n'ont appris que l'école ne connaissent pas danser, ils ne connaissent pas vivre. Mais il y a d'autres qui ont mixé, c'est-à-dire qu'en même temps sont allés à l'école et en même temps jouer la vie. Donc il faut qu'elle fasse la part des choses et qu'elle se bouche les oreilles. Il peut également s'avérer que peut-être qu'il a longtemps utilisé ses préservatifs aussi, parce que méthode contraceptive pour ne pas avoir d'enfants avant le mariage aussi. Mais quand même, c'est une question qui est assez importante aujourd'hui. Karine Sonti, en prenant justement votre point de vue là-dessus, est-ce qu'on doit toujours croire aux rumeurs lorsqu'on va aller dans le mariage, lorsqu'on veut s'engager comme femme? Devrait-on toujours s'y investir? Pas croire, mais prendre en compte. Pas croire, pas faire d'elle des vérités, mais prendre en compte, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Vous pouvez être, une rumeur peut surgir, vous laissez peut-être votre ouïe ou vos sens se développer par rapport à cette rumeur-là. C'est pas pour dire que cette rumeur-là peut changer votre décision, c'est justement pour orienter, pour donner l'orientation à la décision que vous voulez prendre. Et Gaëlle, aujourd'hui, elle a 26 ans, je pense qu'elle s'est quand même, avant d'accepter la proposition de Bernard, elle s'est quand même posé des questions. Pourquoi est-ce que je veux me marier, par exemple? Lorsqu'elle a répondu à cette question, il y avait rumeur ou dedans dans la réponse. Il faudra qu'elle le sache. Donc c'est un engagement de deux d'abord. Voilà. C'était d'abord à deux. Ouais. C'était d'abord à deux et ce n'était pas les rumeurs qui les ont unis. C'était d'abord à deux. Et maintenant, il faudra aussi, est-ce qu'ils ont déjà procédé aux différents examens prénuptiaux qu'on fait dans les hôpitaux, c'est-à-dire fertilité, MST, électrophorèse et autres. Il faudra qu'elle le fasse. C'est pas parce qu'il y a eu rumeur, non. Il faut qu'elle le fasse. C'est conseillé à tous les couples qui veulent s'engager. Donc, il faudrait déjà qu'elle passe par là. Est-ce qu'elle veut être mère avant de devenir femme?
ou alors elle va être d'abord femme avant de devenir mère? Ça, c'est aussi une autre question qu'elle doit se poser. Maintenant, après, il y a aussi que le rêve de tout le monde, de toutes les femmes, c'est d'être maman un jour. Maintenant, le rêve principal de toutes les mamans, c'est d'avoir un bon père pour son enfant. Maintenant, si dans cette circonstance-là, vous avez de la peine à vous faire à l'idée que la personne avec laquelle vous serez, elle peut être père, il faut conjurer sa famille, il y a une famille. Je ne pense pas que le gars a existé parce qu'il n'y a pas eu d'enfant dans cette maison. Ce gars existe parce que, même comme dans la famille, on n'accouche pas, quelqu'un a quand même réussi à accoucher. Sa sœur existe parce que, même comme dans la famille, on n'accouche pas, sa sœur est aussi née. Donc, il ne faudrait pas qu'elle prenne tout cela au sérieux. Et vous savez que lorsque vous êtes dans un engagement pareil, il y a des voix discordantes qui vont naître. Ne vous attendez pas à ce que tout soit joli. Vous parlez du mariage, l'union. Oui, alors, au moment où vous vous engagez à vous marier, tout peut se dire. Ne vous attendez pas à ce que tout le monde vienne vous dire que vraiment, vous êtes un beau couple. Hein. Vraiment, je vous adore. Et ben, parfois, c'est même la personne à laquelle, la personne que vous attendez le moins, qui va venir vous dire que le gars là, je le connais, je l'ai déjà vu quelque part, c'est un ritualiste. Donc, il faut vraiment savoir que tout cela va arriver. Il y a un moment où on va semer le doute dans votre tête pour que vous renonciez à votre engagement. Et c'est à partir de là qu'on pourra savoir si vous étiez vraiment engagé pour la vie ou alors vous étiez engagé pour les autres. Parce que si vous voulez vous engager pour ce que les autres vont dire, si vous n'arrivez pas à faire des enfants dans le couple, vous allez refuser. Maintenant, si vous vous engagez parce que vous avez décidé de vivre avec la personne, malgré les peines et les joies, alors ce sera différent parce que vous allez vous entêter. Et les personnes qui s'entêtent dans les relations de couple, généralement, après, on voit le résultat. Si ça donne, vous acceptez, vous supportez. Si ça ne donne pas, vous acceptez, vous supportez. Parce que pour le meilleur et pour la vie. Voilà, donc après, c'est pour ça que je dis, elle doit se poser les bonnes questions. Si elle se pose les mauvaises questions, elle va finir par prendre la mauvaise décision. Et tout dépend d'elle aujourd'hui. Ce n'est qu'une rumeur. D'abord, il faut qu'elle commence par là. Ce n'est qu'une rumeur. Vous l'avez très bien dit justement. Lorsque vous vous mariez, madame, monsieur, il y a pas mal de choses qui arrivent à vous. Et quand on sait que vous allez vous engager sur ce chemin, attention à tout ce qui va être dit. Mais quand même, les questions qu'elle pose ce matin sont des questions assez importantes et pertinentes aussi. Dominique Audrey, au-delà de la rumeur, au-delà de la finalité justement du mariage, la place de l'enfant dans le couple est très importante. Mais quand même, les familles sont déjà mises ensemble, les familles vous acceptent, les familles veulent vous encadrer. Ne doivent-elles pas se dire amour à deux, amour à vie et amour aveugle en France? C'est ça la logique. On se marie d'abord parce qu'on s'aime. On ne se marie pas parce qu'on veut avoir des enfants. Donc la logique du mariage pour les enfants, moi je n'adhère pas. Je n'adhère pas. Pourquoi elle ne se pose pas la question de savoir est-ce que moi je pourrais avoir des enfants? Qu'est-ce qui prouve qu'elle peut avoir des enfants? Voilà. Pourquoi elle interroge la fertilité de ce monsieur? C'est pas le fait d'avoir ses menstruations tous les mois qui fait de vous une femme fertile. Je suis désolée. Et c'est bizarre, je ne sais pas si c'est moi, mais le discours de monsieur Mbachou a changé ce matin. Parce que ici, oui, il nous a déjà dit que non, la femme, c'est pour faire les enfants. D'abord, on prend une femme parce qu'elle peut faire des enfants. Ouais. Mais c'est bien, ça veut dire qu'on est en train de le sauver, qu'ils disent que ça commence par l'amour. Vous le titillez, hein? Non, ça commence par l'amour. Non, il sait que j'ai raison. Ça commence par l'amour, la complicité, l'unité des familles et l'enfant juste après. Parce qu'on nous a dit, je crois que c'est chez les Bantous, qu'on dit que l'enfant n'est pas simplement celui qui sort de vos entrailles. Parce que même si vous pouvez avoir tous les enfants que vous voulez et en une seconde, ils meurent tous. Ouais. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que si vous avez rencontré une femme, si vous avez rencontré un homme à travers lequel vous vous sentez exister, c'est ça l'essentiel. Mais le vœu quand même d'un couple, c'est d'assurer la pérennité de l'espèce humaine, non? Laisser des progénitures. Tout à fait, Michel, mais sauf qu'il y a des choses contre lesquelles on ne peut pas aller. Elle peut même faire tous les examens, électrophorèse, spermogramme, hystéro, machin, chose là. Et on lui dit que non, c'est cool, ça va, c'est bon, vous pouvez avoir tous les enfants que vous voulez, mais ça n'arrive pas. Qu'est-ce qu'elle fera? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est Dieu, c'est Dieu. C'est juste que c'est Dieu qui donne. Très bien. C'est Dieu qui donne les enfants. Donc pour elle, vous le dites justement, qu'elle fonce tête baissée? Oui. Qu'elle s'engage? Oui.
qu'elle s'engage. Et je crois que Mbombo mentionne généralement ici que lorsque dans des familles, on se rend compte que le fils n'est pas à même de pérenniser la famille, on trouve des voies et des moyens pour pouvoir le faire en interne avec quelqu'un de la famille. C'est une des solutions. Hein. C'est une solution possible. Maintenant, il y a l'adoption. Il y a que la médecine à l'étranger a tellement évolué que si votre mari a des difficultés et autres, vous pouvez avoir des enfants. Aujourd'hui, on n'a plus de problème d'enfants. Même si la femme a des malformations au niveau de son utérus, on peut avoir recours à des mères porteuses et autres. Donc, il n'y a plus de limite pour avoir des enfants. Et les rumeurs, vraiment, vous ne pouvez... Ça ne sert absolument à rien. Lorsque quelqu'un vous interpelle pour vous raconter des bêtises, demandez-vous, qu'est-ce que la personne gagne en me le disant? La personne qui vient vous dire, l'homme que tu vas épouser ne te rendra jamais mère. La personne gagne quoi en vous le disant? Si ce n'est de vous faire du mal. Et ce n'est pas simplement valable dans les couples, c'est valable dans la vie, dans les vies en société, dans les vies en famille, dans l'amitié également. Faites abstraction des gens qui véhiculent des rumeurs, parce que la personne qui vient vous dire quelque chose, ce n'est pas forcément votre bien, c'est pour vous mettre mal. Ça peut être un test aussi à un moment donné, hein, Charles Amène Bachou. Les familles doivent venir vous tester, peut-être voir comment vous allez réagir. En tant que femme, est-ce que cette fille vraiment est déterminée à aller avec notre frère? Monsieur Michel, des balivernes comme ça Monsieur pour Michel vous Gachou, tester, non? on ne joue pas avec le mariage. Quand vous dites que la famille vient tester, la famille n'a pas le temps. Et par rapport à ce que Dominique a dit, vraiment, elle m'a mal compris. J'ai dit, la base, c'est l'amour. C'est deux familles qui s'aiment. Vous suivez bien. Parce que lorsqu'on parle du mariage, les deux individus ne parlent pas, ils n'ouvrent pas la bouche. Vous ne comptez pas, c'est les deux familles. Non, c'est l'amour. Cet amour peut partir d'un principe. Vous m'avez rendu un service. J'estime que le service que vous m'avez rendu est grand. Je vous donne ma fille. Je vous donne ma fille. Vous devez prendre ma fille en mariage parce que ce service que vous m'avez rendu, mais oui, c'est comme ça existe dans toutes les familles. Ça existe encore dans beaucoup de familles. Il y a des familles où on organise des mariages pour conserver l'argent. On organise des grandes familles pour conserver l'argent. Ouais. Mais bien sûr, ne pensez pas que le monde c'est tout ce que vous avez dit, l'amour. L'amour, c'est la vision des occidentalisés. Vraiment, chez les Africains, on s'aime d'abord. On trouve des intérêts, parce que le mariage, c'est les intérêts. Quel est l'intérêt que j'ai à épouser Dominique Audrey? Quel est l'intérêt que Audrey a à m'épouser? Je t'aime. Mais si ça, c'est votre intérêt à vous, il faut définir. Celle-là, son intérêt, c'est l'enfant. Puisqu'elle dit, je ne suis pas prêt à m'engager s'il n'accouche pas. Elle est déjà en train de poser un doute. Si il ne parvient pas à me faire des enfants, je me marie avec lui, pourquoi? Donc elle va, non pas par amour, mais parce qu'elle veut avoir... Mais Dominique a posé une question fondamentale. Est-ce qu'elle ne même pas se poser la question personnellement, savoir si elle-même, elle est porteuse? Mais vous savez, les femmes pensent difficilement aux autres, elles pensent d'abord à elles. Dans toute équation développée par la femme, elle se met d'abord au premier niveau. Est-ce que ça va me satisfaire? Est-ce que je serai épanoui? Est-ce que je serai heureuse avant d'associer l'autre à son bonheur? C'est comme ça. Oh, très bien. Allez, Dominique Audrey, merci également à vous. Merci à vous, madame, monsieur. On attend vos réactions tout à l'heure. Qu'est-ce que vous donnerez comme conseil véritablement à Gaëlle? Que lui dites-vous? Qu'elle fonce tête baissée ou encore qu'elle essaie de revoir ses engagements? En tout cas, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? On vous attend sur notre page Facebook Equinox TV ou encore sur la page 10-12 le Zénith. Je vous rappelle qu'il y a un numéro qui s'affichera au bas de l'écran. Vous laissez vos commentaires et on les lira avec Karine Sontia tout à l'heure. Dans un instant, La colère, signé Charles Amène Bachou. Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise gestion du projet CICHO. Entendez Cameroon International Certification House and Outsourcing, lancé le 24 mai 2018 par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique en partenariat avec Help Me Up Digital Academy dans ce pays. Ce projet se trouve à quel niveau? A-t-on formé les 1500 jeunes? La preuve, ils sont en colère et leur lettre reste morte au vu de ces autorités qui ne daignent dire un mot. Un projet lancé est censé former 1500 jeunes Camerounais en marketing digital aux fins d'obtenir
une certification internationale DMI, Digital Marketing Institute. Ne pouvaient y prendre part que les jeunes scolarisés, non scolarisés, universitaires, autodidactes et professionnels âgés de 15 à 35 ans, passionnés de TIC, inscrits régulièrement à l'Observatoire de la jeunesse. Pour bénéficier aux 10 programmes, il avait été demandé aux jeunes de s'inscrire via le site web ADA, de payer les frais d'inscription et réussir enfin à ce qu'ils avaient appelé à cette époque le test de réarmement moral, un test instauré par le ministère de la Jeunesse. Vous pouvez tout payer. Si vous ne réussissez pas à passer le test de réarmement moral, eh bien vous étiez éliminé. Il faut préciser que le MINJEC assurait l'encadrement institutionnel avec le partenaire privé qui s'occupait de tout, à savoir déploiement et formation. Le coût de la formation est estimé à 1 500 000 francs CFA par le ministère de la Jeunesse qui avait pris sur lui de subventionner à hauteur de 50%, soit 750 000 francs CFA. En clair, les étudiants se sont acquittés de 750 000 francs CFA et le reste devait être supporté par le ministère de la Jeunesse. Précisons que la durée de formation avait été estimée à 2 mois. Étrange, 750 000 francs CFA pour 2 mois. Les étudiants se sont acquittés de la dite somme et ont bénéficié d'une formation théorique de 3 mois dans l'attente d'une formation pratique, dit-on. À ce jour, ils n'ont reçu aucune formation pratique, ni certification, ni emploi. Toutes leurs revendications sont restées lettres mortes. Pendant ce temps, le programme en lui-même a continué à prospérer dans l'objectif d'atteindre les 1500 personnes à former. Devait-on conclure que soit le ministère n'a pas pu supporter les 50%, mettant en mal les formateurs, soit la somme mise à disposition a connu une autre fin. À ce jour-là d'attente, certains étudiants ont monté des start-up et se battent comme tous les jeunes entrepreneurs pour faire vivre leurs projets. D'autres étudiants n'ont pas pu composer pour défaut de matricule. Les emplois qui devraient être donnés aux jeunes de ce programme n'ont pas abouti du fait, dit-on là-bas, qu'apparemment l'entreprise a perdu les différents contrats sur lesquels les étudiants devaient être responsabilisés. Pourquoi avoir promis aux jeunes? Pourquoi avoir demandé aux jeunes de payer avec comme à la clé l'aboutissement, le recrutement dans une structure de la place et après 2 mois, leur dit que les contrats ont été rapidement supprimés? C'est impossible. Allez vous débrouiller. Savez-vous que las, et au vu de la colère des jeunes qui voulaient descendre dans la rue, il leur avait été proposé de se constituer en cluster, c'est-à-dire chaîne de valeur dans le digital, afin de bénéficier d'un accompagnement, chose qu'ils attendent encore. Trop de promesses, trop d'argent posé, trop d'argent dépensé avec des jeunes. Ils sont aux abois dans les 10 régions du Cameroun. Ils se demandent pourquoi ce projet est mené juste après qu'ils aient payé les 750 000 francs CFA qu'on demandait. Certains sont allés plus loin en disant qu'on avait besoin de ces jeunes garçons pour les préparer par rapport aux échéances d'octobre 2018. Que va-t-on dire? Que va-t-on croire quand ces jeunes, ces parents ont mis sur pied 750 000 francs CFA pour une formation et que ni certification ils n'ont pu recevoir, ni même recrutement ils n'ont pu recevoir? C'était une dépense dans l'eau. Et pourquoi? La colère. Signé Charles Amel Batchou ce matin, madame, messieurs. Merci à vous de nous rester présents et surtout fidèles à ces réalités. Mais je voudrais quand même rapidement faire un petit calcul pour vous qui avez des calculatrices ou des calculettes sous la main. Faites 750 000 francs fois 1500, vous voyez ce que ça donne en termes de chiffres. Comment expliquer qu'aujourd'hui ces enfants ne soient pas intégrés et que même les voix qui s'élèvent, qu'on daigne tout faire pour ne pas les écouter? Où va le Cameroun? Lorsqu'on commence à vilipender la jeunesse que l'on est censé encadrer, que l'on est censé justement suivre, mais surtout orienter et intégrer, qu'il soit quand même 1500 à avoir payé 750 000 francs pour la formation par étudiant pendant 2 mois et qu'aujourd'hui rien ne leur soit dit, c'est assez grave. Moi, Bengan, est-ce qu'on parlera là quand même d'une entourloupe à ciel ouvert justement, un vol organisé, quand on sait justement qu'on a quand même 1500 élèves, 1500 jeunes Camerounais et qui de surcroît on vous dit justement que pour pouvoir avoir accès à cette formation, vous devez non seulement vous inscrire régulièrement, mais surtout vous armer d'un test
passer justement un test de réarmement moral. Comment comprendre cette situation, cette colère exprimée ce matin? Vous savez, lorsque on est obligé de dire certains mots au risque d'être considéré comme outrage au corps constitué de l'État, outrage, je ne sais pas moi, à la République ou hostilité contre la patrie, on est quand même obligé de dire un certain nombre de choses. Ça, quand c'est le gouvernement en haut lieu qui organise l'arnaque, ce n'est pas, on ne peut pas le dire autrement. Ce projet me semble comme celui du discours énoncé dans le discours du président de la République un certain jeudi 1er juin 1995, quand il annonçait le bout du tunnel. Et qu'un mois plus tard, son ministre des Finances de l'époque accordait une grande interview à Jeune Afrique Économie, où le grand titre qui barrait la une, c'était « Comment le Cameroun va sortir de la crise économique ». Fin de citation. Donc, on lance un projet pour former les Camerounais dans le marketing digital. Au même moment, on coupe l'Internet dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les deux régions où le volume, le nombre sur le plan numérique et même sur le plan de la qualité, voilà, était très élevé. Et vous voulez former les gens? Je m'interroge, comme dit Charles Lamel. L'autre chose également, vous vous lancez dans le développement du digital quand vous ne pouvez même pas fabriquer une montre électronique. Je ne parle pas de programmes informatiques et autres, ou même une seule pièce d'informatique qu'on vend ici. L'électricité est entre les mains des privés, qui plus est des privés étrangers. Vous ne maîtrisez rien. Et vous lancez comme ça un slogan. C'est marketing digital quand même. Il y a un slogan, je ne sais pas, bon, les gens ne croient pas. Est-ce qu'aujourd'hui au Cameroun, effectivement, il y a un besoin important, criard en termes de communication, de marketing dans le digital? Peut-on dire oui, avec la montée fulgurante des entreprises qui naissent aujourd'hui sur la toile? Le Cameroun est un pays où tout est à construire, mais on dit à la jeunesse qu'il n'y a rien à faire. Voilà le paradoxe. Voilà le paradoxe que nous vivons. Tout est à construire dans notre pays. Non seulement les jeunes n'ont rien à faire, mais le peu d'argent qu'ils peuvent investir pour avoir d'autres formations, on l'escroque. On organise une escroquerie nationale, on prend cet argent, et après personne ne vous dit rien. On ne communique pas en vous disant que non, il y avait tel projet qui n'a pas pu arriver à terme, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais on regarde et c'est vous qui devenez la risée même du même gouvernement et même d'une nature. Et mais au-delà des lettres et des tentatives justement de descendre dans la rue, que personne ne réagisse, est-ce que ce n'est pas de nature à se poser véritablement des questions sur qui nous gère? Justement, c'est là la question. Et c'est cette question que les jeunes doivent commencer à se poser. Et c'est pour ça que je pense la semaine dernière, nous disions aux jeunes qu'on a créé, je pense que Donald ça va apporter des problèmes quand il s'interrogeait sur le sport. On vous dit comment Aïdjo avait utilisé le sport en organisant la Coupe d'Afrique des Nations de 72 pour détourner les jeunes de la politique. Donc il faudrait que les jeunes aujourd'hui, je pose la question, je pense que c'est les éditions Le Point, à un moment donné, qui avait cette phrase qui mettait généralement à la 4e de couverture de chaque parution. Il disait ceci, je cite, « Les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde. Les problèmes de tout le monde sont les problèmes politiques. » Fin de citation. Donc, en fait, lorsqu'un jeune vous dit « Non, non, vraiment, moi, je veux être informaticien et là, votre politique, là, ça ne m'intéresse pas. » C'est un jeune qui est égaré, permettez l'expression. Très bien. Il y a un jeune qui vous dit « Voilà, moi, vraiment, l'école, hein, moi, je reste... » Mais attendez, vous êtes à l'école, on va quand même vous apprendre là-bas comment une mairie fonctionne. Comment il y a élection de députés, pourquoi le Conseil constitutionnel, ainsi de suite, et vous êtes dans un régime présidentiel, voilà, le rôle de l'Assemblée nationale. Et on vous dit par ailleurs que ne vous intéressez pas à la politique, mais méfiez-vous de ce genre de gouvernement qui vous dit ça. Donc les jeunes doivent commencer à s'interroger
et même à multiplier les actions, je ne sais pas lesquelles, comment je vais dire ça, descendre dans la rue, pétition, je ne sais pas. Mais dans des pays sérieux, les jeunes organisent des syndicats. Et je vous disais également que le syndicat l'UNEC, on a tout fait pour briser ce syndicat. On ne veut pas qu'il y ait un syndicat des jeunes. D'abord, la DEC ne parle pas, mais on privilégie l'association des élèves et étudiants de Grand Sawa, des élèves et étudiants du Grand Ouest, l'association des élèves et étudiants du Grand Nord. Ça, on privilégie. Maintenant, si ces étudiants, ces 1500 Camerounais, forment un collectif pour s'indigner, attendez, je pense que le délégué dans la Sûreté nationale va envoyer le Karmamou Ouattara, le GMI ou le GSO, pour dire que sûrement qu'il y a quelqu'un, un apprenti sorcier qui est en train de manipuler les jeunes. Mais c'est quand même 750 000 francs par jeune formé, parce que le ministère de la Jeunesse a accepté de supporter les 50% justement sur les 1 500 000 qui étaient attendus. Mais on va se demander, Karine Sontia, aujourd'hui, quelle était justement l'opportunité, ou du moins la nécessité ou l'opportunité d'une telle formation au moment où le Cameroun, c'est vrai, il y a une pénétration en termes d'Internet, où ces jeunes qui font même dans des entreprises du digital aujourd'hui ne s'en sortent pas. Non, le besoin était important. Sauf que le gouvernement camerounais utilise les vrais besoins et les dévoie correctement. Et c'est ce qui a été fait. Vous savez qu'en 2018, on préparait une campagne présidentielle et les objectifs étaient sur Internet, que la popularité était... Les objectifs étaient plus poussés sur Internet, c'est-à-dire que la popularité des différents candidats était poussée sur leur présence sur le numérique. Que ce soit Kabralibi, Maurice Kamto, Paul Biya, Joshua aussi, Matomba et autres, tous avaient une certaine présence sur les réseaux sociaux. Et il fallait quand même montrer qu'on s'intéresse aux jeunes qui sont intéressés par les réseaux sociaux. D'où on a créé ce projet qui devait permettre aux jeunes de se former au marketing digital. Le marketing digital n'est pas juste pour vendre des produits, on peut vendre des personnalités, on peut vendre des personnes. Donc ça dépend maintenant de l'orientation que chacun donne à sa formation. D'une communication dans la globalité. Sauf que c'est dévoyé parce que le temps de formation, 2 mois déjà, ça n'entre pas dans la tête. Ce n'est pas possible. 2 mois de formation en marketing digital pour un jeune qui ne maîtrise pas le numérique, sauf si parmi les critères, il y avait, vous devez d'abord maîtriser le numérique au moins à 50%. Parce qu'on nous dit que les jeunes du PAGERU qui sont intéressés par le plan triennal spécial jeunes depuis 2017 là étaient aussi impliqués là-dedans, ils pouvaient aussi être impliqués. Mais sauf qu'il fallait d'abord être inscrit à l'Observatoire national de la jeunesse. Donc si vous n'y étiez pas, vous ne pouvez pas être parmi les 1500 à former. Depuis lors, on a commencé avec 200 personnes qui devaient sortir, être comme une première cuvée, être recrutées, et là on devait continuer les formations. Sauf que depuis les 200 personnes là, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, on ne sait pas s'ils ont été formés. Il y en a même sur la toile qui disent qu'ils n'ont jamais été formés. Certains qui ont, après l'examen de certification, là, non, ce qui permet d'intégrer déjà la formation. Le test là, certains ont abandonné. Ils ont vu qu'il y avait un peu de flou. Ils ont abandonné. Ce qui m'inquiète encore, c'est que il y a quelques semaines, le ministre Moudouna Foutso a envoyé un expert en question du digital pour évaluer les projets de ces jeunes-là afin de les accompagner, de les financer. Mais là, on attend encore les résultats de cette expertise pour des jeunes qui n'ont pas été formés en marketing digital. Est-ce que ce n'est pas de nature à vous embrouiller un tout petit peu, vous laissez croire que voilà, on tient encore l'affaire? Parce que dans une université privée, vous payez 250 000, 300 000, 400 000 francs pour 9 mois de cours pour maîtriser le marketing digital. Mais quand même 750 000 en 2 mois. 9 mois de cours pour maîtriser le marketing digital. Et vous payez comme ça, là, vous payez en tranche parce que vous n'avez pas beaucoup d'argent. Là, on vous demande 750 000 pour maîtriser en 2 mois. Soit vous avez un cerveau en oiseau. Non, ça veut dire qu'il est petit, non. Ça veut dire que vous avez un cerveau d'éléphant qui est très grand, qui va vous permettre de tout ingurgiter et d'avoir une facilité, d'avoir le matériel pour mener la pratique. Mais c'est grave qu'on ait entubé autant les jeunes qui avaient besoin d'apprendre à un moment donné. Soit c'était pour une affaire, il y avait un problème d'argent là-bas au ministère de la Jeunesse et il fallait rapidement arnaquer les gens et résoudre le problème. Soit il y avait un besoin de recruter des potentiels jeunes qui ont peut-être été formés dans les sous-bassements et ont géré la campagne présidentielle. Très grave justement que cela soit fait et que ce soit géré par l'État
du Cameroun et le ministère de la Jeunesse aujourd'hui pour cette réalité de ces 1500 jeunes formés, première cuvée de sang attendue. Qu'est-ce qu'il en est véritablement avec le ministère de la Jeunesse aujourd'hui? Alors, est-ce qu'on peut justement comprendre, Dominique Audrey-Yengele, à quoi ça sert justement de former des jeunes Camerounais si on est incapable justement de les engager? Je vais remonter avant de répondre à votre question plus haut. Peut-être, moi je ne sais pas, hein. Monsieur Mbachou, dites-nous, ces jeunes qu'on formait là, c'était des personnes qui avaient des emplois? On a dit sous-scolarisés, non scolarisés, des passionnés de TIC, des professionnels venant des zones rurales, avec pour objectif à la fin de formation d'être recrutés. D'accord. Quand on demande une somme de 1 million à une personne sous-scolarisée, non scolarisée, qui aime juste les NTIC, c'est pour que cette personne prenne cet argent où? 750 000, puisque 750 la coût de la formation est à 1,5 million, le ministère supportait 50%. C'est pour ça que j'ai dit de façon globale. Comment on fait d'abord pour leur demander ça, avant de leur demander la moitié? Donc, vous pensez que des Camerounais qui ont suffisamment d'argent vont d'abord vous donner 750 000 francs comme ça? 1. Et maintenant, 2, pour 2 mois de formation. 2. J'aimerais comprendre c'était quoi en réalité le projet derrière ça. On devait les employer où? On a les PME. Pour faire quoi? Il y en a combien? Peut-être la grande assurance de ces jeunes, c'est que ce soit géré par l'État du Cameroun. Par l'État du Cameroun. Effectivement, peut-être c'est ce qui a rassuré ces sites. Oui, puisqu'on parle de digital. La recherche du matricule. Puisqu'on parle de digital, nos téléspectateurs peuvent aller sur leur page. Ils ont une page, nous les victimes du projet SICO. Voilà, du projet SICO. Oui, vous allez voir toutes les informations là-bas. C'est triste de savoir que on a peut-être bien pensé ce projet qui pour moi n'aurait pas dû demander aux étudiants ou bien aux personnes formées de l'argent. On n'aurait pas dû le leur demander. On aurait pu leur demander d'avoir une caution pour pouvoir peut-être se lancer. Parce que demander aux personnes qui n'ont pas de travail, qui n'ont rien, une somme de 750 000 francs, alors qu'on est l'État et qu'on est en charge de la jeunesse qui est censée réarmer et encadrer cette jeunesse-là pour qu'elle ne se retrouve pas en train de faire des dérives, on aurait pu les accompagner dans l'autonomisation en créant eux-mêmes leurs emplois. Le marketing digital, c'est une très bonne chose. Lorsqu'on veut vendre, ça pourrait vendre même le pays tout entier à l'extérieur, de par justement ce digital-là. Mais si on ne l'exploite pas, si on fabrique juste des foyers de tension à toutes les échelles, dans toutes les couches sociales du pays, on perd. Imaginez, il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'avoir une maison, d'avoir une grosse entreprise, qui s'en sortent simplement au travers du digital. Il y a des personnes qui vendent de leur pays, le Zimbabwe par exemple, j'aime prendre cet exemple-là parce que vous avez de célèbres acteurs américains, Will Smith par exemple, qui se retrouvent au Zimbabwe pour aller passer les vacances simplement parce qu'on leur a vendu le pays au travers du digital. Donc, on aurait pu capitaliser cette jeunesse-là au lieu d'avoir des jeunes aujourd'hui qui sont remontés, qui pourraient aller d'un moment à l'autre dans la rue parce qu'ils réclament leur argent. La petite virgule avant la pause, est-ce que c'est pas les jeunes véritablement, d'ailleurs quelqu'un l'a mentionné sur ce plateau à l'instant, ils n'ont pas été formés justement pour concourir à autre chose, la campagne présidentielle? On leur disait par exemple que quand vous avez votre plantation de piments au village, vous pouvez vous-même vendre si vous maîtrisez le digital. En tout cas, mais quelles sont les connexions possibles pour atteindre le marché? Parlons-en justement avec vous dans la deuxième partie, madame, monsieur. Merci à vous de rester présents sur les antennes d'Equinox Télévision. C'est 10-12, le Zénith. Bon retour mesdames et messieurs, 10-12, le Zénith se poursuit à l'instant avec vous et voilà, la grande famille comme toujours vous accompagne avec ces sujets qui nous interpellent et à l'instant effectivement nous parlions du ministère de la Jeunesse et ce projet qui a été initié en 2018 concernant le recrutement de 1500 jeunes dans les domaines bien sûr du marketing digital et ils étaient nombreux qui ont concouru et qui aujourd'hui sont aux abois demandant exactement qu'est-ce qui se passe avec ce projet. 1500 jeunes dont le gouvernement, naturellement, à travers le ministère de la Jeunesse, avait supporté sur les 1 500 000 francs demandés, 50% justement du coût, mais il fallait absolument être inscrit à l'Observatoire de la Jeunesse, être régulièrement justement inscrit, mais surtout passer à un test de réarmement moral, mais surtout avant de passer à ce test, il fallait déjà payer les 750 000 francs demandés.
Aujourd'hui, ces jeunes sont en train de crier parce qu'on ne leur dit rien. Ils attendent encore leur intégration. Quelqu'un a d'ailleurs mentionné sur ce plateau en première partie qu'il y avait eu il y a eu des experts qui ont été mis en place pour pouvoir mieux comprendre comment les intégrer, ces jeunes-là. Et si rien n'est fait au final, Charles Mbachou, on est quand même en train de se demander que peuvent-ils ces jeunes pour faire entendre leur voix, mais surtout tout faire pour être intégrés aujourd'hui, parce que promesse l'a été faite par le ministère de la Jeunesse. Alors, il faut dire que, ayant essayé de discuter avec certains responsables du ministère de la Jeunesse, ils ont avancé 3 hypothèses. La première hypothèse, M. Michel Gathiou, ils ont dit que le ministère n'assurait que l'encadrement institutionnel. Ça veut dire? Non. En qualité, oui, ils encadraient l'institution qui était chargée de gérer, disons-le simplement et trivialement comme ça, la formation. Donc, le déploiement et la formation étaient gérés par le partenaire privé. Eux, c'était de manière institutionnelle qu'ils accompagnaient le projet. Ça, c'est le premier point, M. Michel Gathiou. Mais que des gens se retrouvent à dire qu'ils encadrent de manière institutionnelle et qu'en dessous on prenne des sommes sans que le ministère n'ait véritablement un regard sur la qualité de la formation, parce qu'on avait précisé qu'il y avait une formation théorique et une formation pratique. On a fait comprendre aux étudiants que pendant la formation théorique, il y avait quelques exercices pratiques qui étaient donnés. Cela contribuait à la formation pratique. Voilà l'autre réponse qu'on a donnée. Ils sont allés plus loin en disant que il y a des jeunes qui ont normalement passé la certification. Il y a ceux qui n'ont pas fini de payer leurs 750 000 francs. Par conséquent, ils n'avaient pas accès. Il y a eu des petits soucis à la dernière minute. Donc, ils ont avancé. Vous savez, lorsque quelqu'un veut essayer de se défendre, il se bat quand même à avancer des hypothèses qui, somme toute, peuvent paraître, M. Michel Gathiou, véritablement vraies. Mais nous avons ces jeunes, beaucoup qui sont sortis. Ils ont estimé qu'ils ont reçu une bonne formation. Ils se sont lancés dans des startups. Et le reste, qui savaient qu'ils devaient être recrutés, M. Michel Gathiou, tout comme cette affaire de la carte biométrique. Ils savaient qu'ils devaient bénéficier de cette carte qui devait leur ouvrir des services. À la fin, ça a toujours été le flop. Aujourd'hui, les parents à la maison ne regardent plus ces enfants en disant « J'ai investi 750 000 francs sur toi parce que tu m'as dit que ce projet devait te permettre de travailler et de bosser. » Je suis allé racler dans les tontines, j'ai raclé, j'ai fait des prêts, j'ai investi 750 000. Eh bien, monsieur, tu te débrouilles. Voilà là où on arrive, M. Michel Gathiou, parce qu'on a en face de nous un régime qui parle de l'entrepreneuriat, mais qui n'a pas associé, qui n'essaye pas d'implémenter, d'expliquer le principe de l'entrepreneuriat. Si on avait dit à 10 jeunes, prenez les 750 000 francs, organisez-vous avec cela, je vous assure que ça crée une entreprise. 10 jeunes qui mettent chacun 750 000, ils vont s'asseoir, penser dans l'entreprise et elle va décoller aussi rapidement que ce soit. Mais c'est pas ça. On se cache, on sait que l'État est derrière. Expliquer comment, excusez-moi, Michel. Allez-y. C'est quoi le test de réarmement? Oui, c'est instauré par le ministère. C'est mystique, excusez-moi. Comment ça se fait? Je souffrais que je vous dise que c'est mystique parce que ce n'est qu'eux qui connaissent. C'est un test qu'ils connaissent personnellement. Vous avez suivi Karine, vous dit tout à l'heure que pendant le déploiement, à peine on commence les tests que beaucoup ont dit que ça va. Je préfère abandonner. Pourquoi abandonner à ce stade? Et je peux vous dire que c'était plus de 1500 jeunes qui ont postulé. Plus de 1500 jeunes qui ont postulé. Qui voulaient, parce qu'ils voyaient qu'ils ont postulé déjà, il faut y avoir les impôts, les dossiers, la promotion des dossiers. Voilà. Il faut voir justement, vous appelez ça comment? L'inscription au niveau de l'Observatoire. Il y a des frais, il y a surtout, le thème échappe, les timbres, voilà. La vente justement des timbres aujourd'hui. Mais c'est quand même assez grave ce que vous dites, Charles Hamel. Si sont 1500 jeunes, prenons 1000 qui est payé. 750 000. Non, vous savez, il faut aller avec des gants. Il faut aller avec des gants, M. Michel Gathiou, parce qu'on a parlé de la phase pilote, la phase 1 du projet. Ça, c'est ce qu'on connaît. Mais il y a bien eu d'autres phases, mais on ne s'est arrêté qu'à la phase pilote. Est-ce que c'est de nature, justement, à faire confiance au ministère? C'est pour ça qu'il ne parle que de 200. Mais au fond, c'est plus de 1500 qui sont en train de se plaindre. On vous parle de 200
qui sont sortis et on dit, vous les avez gardés où? Ils sont là dans les quartiers, ils sont là dans la nature sur les réseaux sociaux, ils sont là à se battre. Il y a beaucoup de personnes avec qui j'ai des jeunes que j'ai discuté qui ont dit vraiment cette formation, mais bon Dieu, vous ne pouvez pas savoir, on pouvait même me former au quartier, et tu pouvais même me prendre, nous on cherchait la certification internationale, vous savez, c'est des expressions qu'on sait mettre quand il faut et au moment à l'heure qu'il faut pour attirer les jeunes. Le moment là était propice, le moment mai 2018 était un moment propice pour mener ce genre d'action. Et après cela, jusqu'aujourd'hui, vous voyez comment est-ce que ça s'est déployé sur les réseaux sociaux. Il y a eu des camps qui se sont créés, des camps de frustration. Et j'ai l'impression que cet argent-là a servi à notamment alimenter les jeunes qui ont créé tout ce que vous voyez comme des ordres sur les réseaux sociaux. Même quand quelque chose est faux, il dit faux. Tout le monde voit que c'est faux. Eux, ils vous disent que c'est blanc. D'ailleurs, vous n'avez même pas le monopole de la blancheur. Très bien. Bon, maintenant, tout à l'heure, vous voulez nous faire savoir qu'avec ce projet également, vous savez que vous avez votre plantation de piments, et puis on vous encadre et on vous dit comment on doit faire pour pouvoir générer de l'argent. C'est ce qu'on doit comprendre? Oui, on avait parlé des jeunes désœuvrés et même dans des villages à qui on devrait former à ces choses-là, au marketing digital. Et nous, on se posait la question de savoir, marketing digital, où on coupe l'énergie électrique tout le temps, ça se fera comment? Vous avez votre plantation de piments au village, ou je ne sais pas moi, vous faites dans la pisciculture, vous avez votre étang de pension. Vous voulez vendre dans des hôtels, on vous apprend, est-ce qu'on met ces potentiels clients-là à votre disposition, vous les cherchez vous-même? Est-ce que, je ne sais pas moi, la dame qui est chargée de marketing de la République, qui s'en chargera, Madame Bidja, donc, on ne sait pas. Non, le problème ici, le gouvernement a procédé par la NAC de la même manière que le gouvernement a fait pour Femmes Cameroun, parce que Femmes Cameroun était un projet, on avait dit qu'on va appuyer l'action de la Caisse nationale de prévoyance sociale, c'est une sorte d'assurance. On vient avec une dame, un investisseur privé qui va aider les Camerounais. De la même manière, le gouvernement vient avec MIDA, avec MIDA pour permettre votre marketing des réseaux qui fait que lorsque ça arrive à un niveau, on dit « Ah, MIDA, c'est des escrocs. Femmes Cameroun, on n'est plus. » De la même manière, ici, le gouvernement dit « Non, vraiment, nous, on appuyait seulement. » Mais vous parlez de MIDA, peut-être parler de MIDA Bombenga, je fais la petite virgule là-dessus pour dire qu'aujourd'hui, les fonds qui ont été collectés pour le MIDA et qui étaient destinés à la restitution de ceux qui demandaient à ce que l'argent leur soit restitué, jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui sont aux abois et qui disent que l'argent n'a jamais été remboursé. Donc, c'est ça justement le Cameroun que nous construisons Bombenga. Non, il faut dire c'est ça le gouvernement. Parce que moi, je n'aime pas quand on parle globalement là. Quand quelqu'un faut donner, résidencer les coupables, qu'on sache qui est coupable. Le gouvernement est coupable. Le gouvernement encadre, va chercher, amener et encadre les arnaqueurs. Après, ils se débinent. Ces gens disent que non, vraiment, nous on a fait que... Qui peut signer le contrat avec Interpol? Qui peut être avec nous pour savoir la moralité des étrangers qui viennent ici? C'est bien le gouvernement. Très bien. Allez, merci à vous. Merci Bombenga, merci Charlamagne Batchou pour cette colère ce matin. Et dans un instant, nous allons prendre les nombreux commentaires de nos téléspectateurs qui sont assez nombreux quand même à nous laisser leur point de vue sur les pages 10-12 le Zénith, Equinox TV et au numéro de téléphone qui vous est toujours communiqué pour rester dans l'interactivité avec nous. Karine Sontier. La famille n'est pas féconde. La famille n'est pas féconde et cette famille sort d'où? Elle a fendu un arbre pour se créer. Je crois qu'il y a eu des fécondations. Je ne comprends pas. Béatrice Jossy qui écrit. Le libellé de test montre déjà le peu de sérieux de la formation. Le côté creux de la formule est une idée assez précise de l'escroquerie. Un autre message. Alors, un autre message, ça me rappelle les villes mortes de 1992, partant d'un soulèvement des étudiants partis d'un petit groupe sous l'arbre Angwa. Tatiana Clara. Un autre message, le problème des enfants, c'est dû au stress. Non. Alors, je trouve, c'est pas évident, hein. C'est pas évident de lire. Une bonne fille versus une avec Gondé, ce monsieur parle de quoi?
Qui êtes-vous pour juger? Avoir des enfants, c'est pas une obligation. Il y en a qui n'en veulent pas ou préfèrent attendre la bonne personne. Simon Pita qui a écrit il y en a qui n'en veulent pas et préfèrent attendre la bonne On va personne. critiquer le fait de là sur ce plateau, je pense pas. Non, bon, Bengala a simplement dit qu'il est heureux de savoir qu'il y a des filles peut-être qui sont dévergondées, mais il y en a parmi qui pensent justement au mariage et c'est une bonne chose. Voilà, Et donc, pourquoi je juge Pourquoi vous jugez? On juge le qualificatif. Pourquoi vous dites que tel est un peu plus grand, l'autre est gros? Pourquoi vous dites que l'autre est sympa, l'autre ne l'est pas? Voilà. C'est un qualificatif. Si le premier Camerounais peut promettre et ne pas tenir sa promesse, c'est les ministres et autres qui vont tenir leurs promesses. Noble fils du dé qui a écrit ce matin. When you get married because of kids, it won't last. But when you get married out of love, it lasts. So never put that on the back of your mind. Les Camerounais viendront donner les leçons aux Ivoiriens. Or, c'est une photo du gouvernement. C'est une photo du gouvernement du Cameroun. Aujourd'hui, tu vas voir les hommes de 40 ans, ils sont déjà 11 enfants. Ils sont déjà 11 enfants avec 7 mères différents. Et toi, tu trouves ton gars de 40 ans sans enfant, tu te plains. Tatiana Gayado. Finalement, nous les femmes, on veut quoi? Tu trouves un homme à 40 ans qui n'a pas d'enfant, tu te plains. Tu trouves un homme à 40 ans qui a 10 enfants, tu veux pas, et veut t'épouser, tu te plains. C'est ça que Momok a dit. Si il y avait une ex qui devait débarquer avec l'enfant, ça devait être un problème. 1500 personnes multipliées par 750 000 francs. Mon Dieu, le milliard, Cameroun, pays de bandits. Quand on voit une fille de 27 ans qui n'a pas encore d'enfant, on rit qu'elle a vendu son ventre. Quand une autre fille de 18 ans a 2 enfants, on dit que c'est une bordelle. Tatiana. Ouais, c'est paradoxal. Un autre... Mais dites-moi quand même, Charles Hamel, est-ce que la logique voudrait quand même qu'on fasse des enfants dans le mariage, non? Qu'on se marie normalement et qu'on soit dans son couple et qu'on fasse des enfants, non? Ça, c'est ce que la logique voudrait, mais vous oubliez que les occidentalisés sont venus avec une nouvelle logique qui a été accompagnée par le gouvernement, celle de faire des enfants avant le mariage, monsieur Michel Ngacho, puisque regardez sur 1000 profils Facebook que vous allez parcourir ou des publications, le père de mon fils, le père de ma fille, ici je suis avec la mère de mes enfants, et même les musiciens accompagnent. Écoutez toutes les musiques, les musiciens, elle n'était que la mère de mes enfants, elle est venue faire, suivez toutes les musiques, les mélodies jusqu'à 7 heures, vous allez vous rendre compte que c'est un phénomène qu'on a rendu banal, monsieur Michel Ngacho, sans savoir qu'il a ses conséquences. Et l'une des conséquences aujourd'hui qui se retrouvent dans les familles, c'est doit-on épouser une femme qui a déjà fait des enfants avec un autre? Ça, c'est un autre problème qui est en train de se poser. Vraiment, je ne serais pas surpris que que Dominique en reçoive ce type de plainte. Les jeunes filles aujourd'hui disent « Ah, j'ai pas besoin » parce qu'on a mis en avant l'épanouissement de la femme. Vraiment, les hommes emmerdent. Vraiment, on s'en tape, on peut s'en taper. Je fais mon enfant. Basta, je gagne mon argent. Voilà l'expression. Je gagne mon argent, je peux mener ma vie. Quand tu as l'argent, tu peux te faire l'homme que tu veux. Ça, c'est ce que j'ai entendu encore hier. Quand tu as l'argent, et elle allait plus loin, me disant les hommes, ça vient, ça va, ça vient, ça va. C'est vrai. Donc, elle me l'a lâché comme ça, M. Michel. Pour aller justement dans le même sens que Charles Hamel, je sais pas, il y a ce petit vidéogramme qui tourne sur les réseaux sociaux avec TikTok. Une dame qui est en train de singer justement des jeunes filles à 18 ans, elle vous dit bah, écoutez, regardez-moi, je suis une belle femme, je suis correcte, regardez mes formes, je choisis l'homme que je veux, etc. Mais à 30 ans, c'est elle qui prend la Bible en disant Seigneur, le feu sur l'homme, le feu sur mon mari, le feu parce qu'elle attend le mari à 30 ans, ça ne vient pas. Bon, passons, c'était juste. Vous avez oublié qu'à 45 ans, elle dit que l'homme c'est l'homme, même si c'est un pousseur, c'est né à envoi, je prends. N'oubliez pas ça. Karine Santia, le message. Le pays s'y fait peur. Commence avec ce comportement de la part de nos gouvernants. La violence ne doit aller grandissante parce que un de ces étudiants, après avoir versé 750 000 francs et après 2 mois, aucune attestation ne lui soit remise, et pour le parent qui se tue pour donner un avenir à son enfant, et après constate ça comme la malchance
comme la méchanceté et la violence ne doivent pas primer. Comment la méchanceté et la violence ne doivent pas primer. En tout cas, moi je dis toujours qu'on n'a plus affaire aux dirigeants dans ce pays, mais plutôt aux gens sans conscience ni cœur. Comment comprendre que dans un pays comme le nôtre, si l'État se fout de la jeunesse, celui qui avait dit que si on t'explique le Cameroun, tu dis que tu as compris, c'est que tu n'as pas, on t'a mal expliqué. Tu avais raison. Ça c'est un message de Leslie Parker qui écrit ce matin. Les Camerounais. Bonjour aux femmes obsédées par le mariage et aux familles maudites qui accompagnent toujours leurs enfants dotés partout sans garder. Ça veut dire quoi? Oui. Est-ce que les femmes femmes obsédées par le mariage? Ah oui. Les femmes qui vous mettent sous pression tous les jours, qu'elles veulent absolument que vous les épousez? Et qui pensent que leur vie et leur devenir passe forcément par le mariage. Ça, c'est Dominique Audrey. Il y en a et elles nous insultent tous les jours parce qu'on leur dit non mesdames, votre bonheur c'est d'abord vous. Ce n'est pas le fait de se coucher derrière un homme qui fera de vous une femme heureuse. Non. La femme ne trouve son bonheur que derrière un homme. Voilà, la femme ne trouve son bonheur que derrière. Pourquoi est-ce que vous voulez absolument tirer sur ces jeunes filles ou porter des effectifs sur ces jeunes filles qui veulent se marier? C'est normal de se marier. Le mariage, c'est une bonne chose. C'est Le normal. mariage, c'est une bonne chose pour ceux qui le pensent. Mais maintenant, ne faites pas comme si c'est le carrefour, c'est votre nombril. Il n'y a pas de mariage, je ne vis pas. Il n'y a pas de mariage, je n'existe pas. Si je n'ai pas un homme dans ma vie, je ne suis pas une femme. Non, on est d'abord une femme avant d'être la femme de quelqu'un. Accomplissez-vous d'abord. Ne doit-on pas? On s'accomplit d'abord en tant que Dominique femme. Audrey Yangalek, c'est un besoin physiologique. Le jour que vous allez Si passer simplement... 3 mois, Dominique, à avoir un matelas glacé, jusqu'à une certaine heure, vous comprendrez l'importance d'un homme. Si ce n'est que physiologique, c'est un problème. Je dis, vous comprendrez. Et mes salutations à la femme qui vous a dit ça vient sa part. Parce qu'on peut, de la même façon qu'on traite les femmes en les utilisant comme des oranges, la même façon les femmes traitent également les hommes en les utilisant comme des serpillères. Mais non, mais c'est pas sérieux. Oui. On pense quand même que il est important qu'une femme se mette en couple, qu'elle se marie, qu'elle fasse des enfants, que la femme respecte son homme, et que l'homme aime sa femme, comme ça, que l'homme respecte également sa femme. Voilà. Mais en même temps, on n'est pas dans la couture d'une société où les gens vont se mettre en marche en disant je fais des enfants, que l'homme vienne ou pas, on s'en fout. J'ai un problème avec ça parce qu'on donne l'impression aux femmes qu'elles ne sont femmes que parce qu'elles ont un mari. Et elles sont nombreuses qui nous écoutent et qui nous regardent, qui estiment que le fait qu'on demande aux femmes de pouvoir être indépendantes, de pouvoir être ceci, font qu'elles n'auront pas de mari. Quel est l'homme aujourd'hui? Vous êtes chrétienne, Dominique. Oui. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, tous deux formeront même chair. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Demandé de ne pas quitter alors justement, mais il y en a justement qui sont dans cette logique, qui se disent, pour que je sois une femme accomplie et heureuse, il va falloir absolument que je sois dans un foyer avec... Éducation ratée? Oui. Pourquoi? Les femmes qui pensent comme ça, du moins l'éducation que j'ai reçue me dit, ton travail, c'est ton premier mari. Très bien. Quand on était à l'école, c'est l'école est ton premier mari. Et ton travail est ton premier mari. Un homme ne respecte une femme que parce qu'elle peut exister seule. Mais est-ce qu'elle existait forcément parce que tu génères de l'argent? C'est d'abord ça. Attendez, exister, ça veut dire quoi? Je sais prendre un bain. Est-ce que vous demandez quel est le bonheur de l'homme? Peut-être le bonheur de l'homme, c'est de se dire, d'accord, je veux une femme qui me donnera des enfants. Je veux une femme qui sera capable. Si elle ne peut pas. Je vous dis peut-être. Oui. Peut-être son bonheur, c'est de se dire, je veux une femme qui me donnera des enfants. Je veux une femme qui prendra la peine d'encadrer mes enfants. Et il y a des hommes une ménagère, quoi. Mais il faut aussi prendre le cas des hommes qui disent aussi qu'ils veulent des femmes qui vont payer les factures. Rappelons-nous qu'avant que l'occidentalisation n'arrive quand même. Non, Permettons. Bon, écoutez, rappelons-nous qu'avant que le blanc ne mette pied justement en Afrique, nos aïeux vivaient. Nos grandes mamans, nos aïeux vivaient et n'avaient pas de problème parce qu'elle avait son petit champ. Papa avait son champ et ensemble, pendant que maman fait les arachides à côté, papa lui là ses plantains. Là vous y étiez. Mais écoutez, je vous parle de ce que mes ancêtres m'ont restitué. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on avait besoin forcément de dire qu'on voulait l'argent?
Pardon? Les femmes vont à l'école, elles ont des emplois, elles payent des factures. On a raconté l'histoire vendredi d'une femme ici qui a soutenu. On n'a pas dit que c'est mauvais, mais c'est juste dire qu'il faudrait voulez encourager qu'on les gens à revienne? se marier. Oui, marier. on ne décourage de pas. laisser croire Ce que... n'est pas tout Non, dans elle n'a la pas fait vie. ça. Ce n'est pas tout dans la vie. Vous pouvez être parfaite, vous pouvez être tout ce que vous voulez, mais vous ne trouvez pas un homme qui soit à votre hauteur. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous pendre parce qu'il n'y a pas de mari? Très bien. Allez, merci à vous, madame, monsieur. Merci de garder le bon cap sur les antennes Equinox Télévision. Les sujets, en même temps, on les ressasse au fur et à mesure. Mais allons rapidement sur la toile. Toujours l'île 7, c'est Camerounais, Karine Santia. Formation des futurs faux profils qui distillent la haine tribale sur les réseaux sociaux. Ça, c'est concernant notamment le SICO. Un autre 1500 personnes multipliées par 750 000. Ah non, on a déjà lu celui-ci. Ma fille a eu son master en marketing digital et elle bosse à Paris avec un bac +5 avec mention. Les voleurs du gouvernement, vous êtes des naïfs au Cameroun, des escrocs à ciel ouvert, ce gouvernement. Un autre message. Cette fille parle comme une Netouji. Qu'elle fasse des investigations avant de venir débiter son ignorance. Ça, c'est par rapport à l'histoire. Pour le problème du jour, pour l'histoire du jour, qu'elle s'offre une nuit de noces avant le mariage pour le but de concevoir avant le mariage. Larousse Nguepi. 95% des formations au Cameroun sont douteuses. Certaines personnes font de ça leur business. C'est la bêtise des ministres corrompus, je vous assure. Dallas Brice-Roland qui nous a écrit ce matin. Un autre message. C'est vraiment... On va s'arrêter là comme ça. Allez, merci beaucoup Karine, vous avez trop de messages comme ce matin et merci également à ceux qui nous les envoient ce matin. Merci pour vos nombreuses contributions madame, messieurs. Dans un instant, on marquera une légère pause, une très courte pause quand même, une pause publicitaire et on va déjà saluer la présence ce matin de Consti Lamine parmi nous. Consti Lamine, bonjour. Alors bonjour Michel, bonjour nos nombreux téléspectateurs et bonjour à tous les partenaires et clients du concept Salaka. Un lundi pas comme les autres, un lundi très très particulier, hein. Un lundi qui marque le lancement officiel d'un produit alimentaire 100% camerounais, à savoir Fariblé, que j'ai l'honneur de présenter ce matin au monde entier. Et bien sûr à tous ceux-là qui veulent très bien manger, que désormais manger. Mais alors la nouvelle façon de manger, c'est avec ce produit alimentaire Fariblé. Allez, bien sûr, vous nous parlez de Fariblé ce matin, société Alpha Food, avec vous, Consti Lamine. Présentons-nous déjà Fariblé, ou si vous voulez, la farine de la société Alpha Food. Alors, je rappelle bel et bien que Fariblé, bien entendu, est un produit de la société Alpha Food basé au Cameroun et à Douala. Alpha Food permet aux Camerounais et aux étrangers d'avoir un repas complet à l'intérieur de cette boîte. Donc, Fariblé est un repas complet 100% bio qui se prépare en 7 minutes. Oui, bien entendu, nous sommes donc là ce lundi matin pour le présenter officiellement à tous nos téléspectateurs. Après donc la grande campagne d'affichage dans les villes de Douala, de Yaoundé, de Bafoussam et d'autres villes du Cameroun, nous sommes bel et bien là ce lundi matin pour présenter officiellement à tous nos téléspectateurs ce repas complet 100% bio d'origine camerounaise. Alors, Fariblé, comme je l'ai si bien dit, est un repas complet et à l'intérieur de cette boîte, vous avez 80% de semoule de blé et 20% de semoule de manioc. Il n'y a pas que la semoule de blé, il n'y a pas que la semoule de manioc, il y a également une sauce au-dessus de cette boîte, bien entendu, donc une sauce composée de 20 épices. Voilà donc pour ce qui est de la présentation de ce nouveau produit alimentaire qui viendra changer les habitudes alimentaires de tous nos téléspectateurs. C'est donc l'occasion pour moi ce matin d'attirer l'attention de tous ceux-là qui nous regardent, quel que soit l'endroit où vous êtes. Habituez-vous déjà à ce repas complet, habituez-vous déjà à Fariblé. Comme dirait quelqu'un, manger c'est bien, mais manger bio c'est encore mieux. Et aujourd'hui, pour garder la ligne, pour avoir un corps de qualité, pour avoir une silhouette de rêve, pour avoir une très très bonne santé, je conseille bel et bien à tous nos téléspectateurs ce nouveau produit alimentaire, à savoir Fariblé, votre repas complet en 7 minutes. Et non seulement vous le dites en 7 minutes, Consti Lamine, quelles sont véritablement les particularités de ce produit Fariblé?
Alors, les particularités de Fariblé sont tellement énormes qu'on ne saurait tous les citer ce matin. Je vais donc m'attarder sur quelques particularités de ce repas complet 100% bio. Alors, je tiens déjà à rappeler à tous nos téléspectateurs que Fariblé, comme je l'ai si bien dit, est un repas complet 100% bio. Fariblé, c'est 80% de sémoule de blé et 20% de sémoule de manioc. Fariblé est un repas complet qui vous donne de l'énergie, qui vous donne bien entendu de l'embonpoint. Fariblé a également cette particularité d'être un repas très très consistant. Et quand on parle de la consistance d'un repas, ça veut dire tout simplement que le matin, on peut manger Fariblé et passer pratiquement toute une journée sans avoir faim. Alors ceux qui sont bien sûr dans les bureaux, ceux qui sont dans les chantiers, ceux qui veulent bien sûr garder la forme en longueur de journée, ceux qui ne veulent pas de temps en temps manger, alors je vous conseille bel et bien Fariblé qui vous présente aujourd'hui plusieurs particularités. Une autre particularité de c'est-à-dire de Fariblé, c'est que Fariblé se prépare rapidement en 7 minutes. On n'a pas besoin de passer assez de temps. On n'a pas besoin de chercher de midi à 14h pour préparer Fariblé. Il suffit tout simplement d'avoir sa boîte de Fariblé que voici. Et dans cette boîte, comme je l'ai si bien dit, c'est 80% de sémoule de blé et 20% de sémoule de manioc. Pourquoi j'insiste sur la composition de Fariblé? Parce qu'ils sont tellement nombreux. Après avoir vu des affiches dans les villes du Cameroun qui nous ont appelés pour demander mais c'est quoi Fariblé? Est-ce que c'est une bouillie? Est-ce que c'est du riz? Non. Alors ce matin, je le présente officiellement à tous nos téléspectateurs que Fariblé est bel et bien votre repas complet 100% bio constitué bien entendu de 80% de sémoule de blé et bien entendu 20% de sémoule de manioc. Est-ce qu'on peut au moins savoir une idée sur le prix? Alors, le prix de Fariblé, chers téléspectateurs, donc le prix, bien entendu, c'est-à-dire de Fariblé, une boîte de Fariblé, vous l'avez à 500 francs dans tous les points de vente du Cameroun. Donc, ceux qui nous regardent en ce moment, bien entendu, on n'a plus besoin de dépenser assez d'argent pour manger bio. On n'a plus besoin de dépenser assez d'argent pour bien manger. Avec 500 francs, on a une boîte de Fariblé que voici. Et cette boîte de Fariblé vous permet de tenir toute une journée. C'est riche en vitamines, riche en calories. C'est un repas complet. C'est un repas 100% bio. Et surtout, c'est un produit made in Cameroun. Donc, c'est donc l'occasion pour moi d'attirer l'attention de tous les Camerounais, de tous les Africains, de tous ceux qui nous regardent ce matin, de se rendre massivement dans les différents points de vente tels que les supermarchés, les boulangeries, les boutiques, les magasins, les supérettes pour acheter Fariblé. Vous le retrouverez dans tous les points de vente du Cameroun, que ce soit du côté de Santa Lucia, que ce soit du côté c'est-à-dire du côté bien sûr de Casino, que ce soit du côté bien sûr de ce marché Bao, et même du côté du concept Salaka, on a bien entendu la boîte de Fariblé à 500 francs la boîte. Merci. Et ceux qui ont besoin d'un carton de Fariblé, vous l'avez à 10 000 francs le carton de Fariblé. Et ce lundi, c'est le grand lancement de Fariblé. Et à l'occasion de ce lancement, vous achetez 3 boîtes. Vous recevez gratuitement une boîte du côté, bien sûr, de Central Voyage. Parce que depuis ce matin, depuis 9 h, il se passe une grande animation de ce côté-là. Et tout à l'heure, à 12h30 minutes, juste après ma communication Equinox, ce sera le grand lancement officiel de Fariblé. Et j'invite tous les téléspectateurs de Douala qui nous regardent en ce moment de venir du côté de Central Voyage et d'acheter Fariblé. 3 boîtes achetées, une boîte offerte pour le compte de ce jour qui marque le lancement officiel de Fariblé, votre repas complet 100% bio. C'est compris Constille Amine. Eh bien, écoutez, vous nous donnez justement l'envie d'en profiter également sur ce plateau. Espérons qu'on aura nous aussi l'occasion de consommer vos produits Fariblé, très bien vendus ce matin. Et merci à celles qui vous accompagnent véritablement. Madame, Monsieur, poursuivons l'émission avec vous. 10-12 le Zénith à l'instant. Karine Santia, retour sur la toile. Vous le savez également, des sujets ont été longuement commentés par les internautes que vous êtes. Karine, nous sommes suspendus à vos lèvres. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Alors, le premier sujet qui nous intéresse, c'est notamment la visite de Francis Ngannou à la caserne d'Ubi de Manawarbe à Limbé, qui a eu lieu. C'était notamment vendredi. Et depuis lors, jusqu'à ce jour, il essuie une vague de critiques sur la toile, notamment. Les Camerounais d'Internet lui reprochent d'encourager les exactions de ces derniers dans le cadre de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, et aussi qu'il n'a pas condamné les assassinats de Ngarbou, mais l'a fait pour George Floyd. Les Camerounais aussi disent qu'il
il se dit patriote alors qu'il n'en est pas un. Le Cameroun n'a rien fait pour lui. Sauf que face à ces vagues de critiques-là, il y a aussi des internautes qui ont réagi en défendant notamment Ganou. Pourquoi? Parce que, disait-il, il ne soutient pas la thèse séparatiste des autres ou encore la thèse réfractaire qui n'admet pas l'État unitaire. Et maintenant, il y en a aussi qui disaient qu'il est libre, il est un Camerounais de nationalité, donc il a le droit de visiter la caserne comme tout autre Camerounais. On ne doit pas lui empêcher d'exercer ce droit-là. Maintenant, il y a aussi que c'est un espace très délicat, la caserne des militaires, qui n'est pas généralement ouverte aux personnes civiles, sauf sous accompagnement, encore forte escorte, mais parfois c'est pas filmé, c'est parfois très très fermé. Mais comment est-ce que lui, il a pu avoir des autorisations pour y entrer? Comment est-ce qu'il a fait pour avoir les photos qui sont retrouvées sur les réseaux sociaux? Voilà les vraies questions que l'on se pose. Et non seulement vous posez cette question, nous nous les posons également. Il l'a fait savoir à travers toujours la voix des réseaux sociaux qu'il devait faire un direct Facebook le lendemain pour s'expliquer sur cette question-là. Et pour ceux qui ont regardé le direct, rien n'a été évoqué concernant cette situation. Bon, Bengan Kandji, comment comprenez-vous qu'un Camerounais champion dans sa catégorie, puisqu'il est dans une pratique de sport tout à fait particulière, qui soit un champion aujourd'hui mondialement connu, célébrissime qu'il soit, qui vienne à soutenir, qui vienne justement et qu'il a rencontré le BIR pour remonter certainement le moral des troupes au front concernant les guerres qui sévissent à la fois dans le nord-ouest, le sud-est et dans l'extrême nord du Cameroun, et que les Camerounais trouvent aujourd'hui que c'est problématique. Non, c'est problématique parce qu'on a rendu public. Joseph Bessala était coutumier des casernes militaires. Jean-Marie Emebe également. Comment parle Joseph Bessala, le boxeur? Oui, Jean-Marie Emebe également. Mohamed Ali également. En France, les judokas comme Parisi, Brigitte Dédier ou David Douillet, ils vont là-bas régulièrement. Ici au Cameroun, le maître Hanak Tonien, je parle Dimitras Betoté Akwa, plein des autres, ils vont là-bas. Jean-Marie vont là-bas. Mais c'est justement ces judokas, ces boxeurs, ces karatékas, ils sont des instructeurs militaires. Mais on ne les montre pas. On ne rend pas public leur, leur visite là-bas ou leur séance de travail. C'est eux qui forment le corps, ils participent à la formation des corps d'élite dans les missions de combat. Ne vous leurrez pas. Ne vous leurrez pas. Ici au Cameroun, je sais que beaucoup de nos karatékas, de nos judokas, les boxeurs, ils y sont. Mais la question que moi je me pose, c'est que pourquoi le haut commandement militaire a rendu ça public? Bon, je ne sais pas. On dit souvent les stratégies sont des choses qui ne se discutent pas sur la place publique. Bon, une bonne stratégie, une mauvaise stratégie, il n'en sait rien. Mais je pense qu'il y a une mauvaise stratégie. Parce qu'on ne pourrait pas, le boxeur qui constitue le ciment pour lui aujourd'hui, les Mébé ne sont plus là. Donc c'est lui qui... Donc le problème réellement, c'est un problème de communication. Il n'aurait pas fallu que l'on rende public justement sa visite dans ces casernes des militaires aujourd'hui. Et ce n'est pas lui le problème. Alors, comment... Non, ce n'est pas lui le problème. Oui, parce que les Camerounais sont devenus très compliqués. Et puis, il était quand même, pendant le week-end, la cible d'un certain nombre d'invectives sur sa personne. Et beaucoup sont quand même allés plus loin, au point de tenser l'armée camerounaise comme étant une armée de terroristes quand même. Karine a dit qu'ils se sont posés, même nos frères d'internautes se sont posés des mauvaises questions. C'est des mauvaises questions qui se sont posées. En voulant me dire, si vous respectez l'armée, qui est une institution qui nous protège, parce que lorsqu'une jeune fille de 18 ans, un jeune garçon de 18 ans s'engage dans le BIR alors qu'il n'a pas le droit de vote, c'est un engagement noble. Il dit, je peux donner ma vie, je vais donner ma vie pour sauver ma nation. À ce moment-là, nous, citoyens, nous devons du respect à cette fille-là ou à ce jeune garçon. À ce moment, lorsque nous avons donc un champion mondial ici, c'est de la boxe, qui vient lui rendre visite, on se retient d'abord. Peut-être que les autres ne le savent pas. Ganou
on doit même lui signer un contrat pour venir avec les forces de défense et de sécurité, leur dire non seulement les techniques de combat et de défense, je vais dire au corps à corps, effectivement, mais c'est que Charles Hamel a appelé tout à l'heure le réarmement moral. Je vous dis que les Hanak Tonier, Maître Hanak, il est instituteur, il y en a beaucoup, Bessala y était, et Mébé, en France, aujourd'hui, vous allez, David Douillet était un instructeur dans les camps militaires, y compris dans les camps d'élite, qui formait les militaires, surtout le corps d'élite comme celui-là. Donc il faut que les Camerounais le sachent. On ne peut pas condamner. On doit d'ailleurs savoir, on doit d'ailleurs être content que nous avons notre boxeur qui est champion du monde, qui est en relation avec les forces de défense et de sécurité. Alors, est-ce qu'on va dire justement... La communication de tout ça, est-ce qu'on va pas dire justement qu'il y a un gros problème aujourd'hui en ce qui concerne l'encadrement des stars camerounaises, des people, des légendes du sport, comme c'est le cas, souvenez-vous, Samuel Eto'o a été longuement insulté sur les réseaux sociaux après avoir ouvertement donné sa position en ce qui concerne un certain nombre de faits au niveau du Cameroun. Est-ce que le Cameroun lui-même, ça n'a pas commencé avec Eto'o, si vous permettez, ça a commencé avec Bel Joseph Antoine que tout le monde adulait. Oui, mais quand il dit par exemple que Paul Biya-Meleri, on retourne ça politiquement en disant bon, on commence à vos hégémonies et c'est pas bon. Alors, nous devons nous-mêmes en tant que citoyens essayer de ne pas politiser tout. Très bien. Dominique Audrey, est-ce qu'on ne sait pas nous-mêmes au Cameroun entretenir nos superstars et qu'aujourd'hui ils payent le prix de ce mauvais encadrement, de ce mauvais enseignement, de ce vide autour de nos stars du sport? Non, avant ce week-end, tout le monde est Menganou. Vous savez, les derniers matchs, en quelques secondes, ils mettent tout le monde KO. Toute la toile était en ébullition. Maintenant, les périodes par lesquelles le Cameroun passe aujourd'hui sont tellement sensibles que si on vous voit d'un côté, vous êtes catalogué directement. Aujourd'hui, les Camerounais de la toile, puisqu'il s'agit d'eux, ont vu en ça une sorte de parti pris. Parce qu'on estime que l'armée camerounaise, ils estiment que l'armée, au niveau du NOZO, commet un certain nombre d'actions, ou bien d'autres diront qu'ils protègent les populations. Du moins, l'armée est présente là-bas et on sait qu'ils s'affrontent avec des Camerounais. Maintenant, des séparatistes. Voilà, avec des séparatistes qui sont des Camerounais. Effectivement. Voilà. Et maintenant, ils voient dans d'un mauvais œil que Nganou se retrouve avec eux, étant entendu qu'ils se battent encore avec nous autres là-bas, au NOZO des Camerounais. Donc c'est ça le problème en fait. Et le fait qu'ils disent qu'il est patriote, beaucoup l'ont vécu comme une insulte. Parce qu'il y a d'autres Camerounais également. Personne n'est contre l'armée, au contraire. Lorsqu'on pleure ici des jeunes garçons d'une vingtaine d'années qui meurent là-bas, on a pleuré le jeune homme qui a été tué dans l'agence de voyage. Nous sommes également patriotes. Mais maintenant dire que j'y suis allé, je suis patriote, ça c'est un peu une sorte de condescendance et beaucoup de citoyens sur la toile. Le mot condescendance, est-ce que ça c'est sa comme place, ça qu'ils l'ont pris. Dominique ? La preuve. Vous avez vu toutes les insultes. Moi, j'ai même vu une photo, puisqu'il a dit qu'il n'est pas politique et machin. Oui. On a montré, il était assis à côté d'une femme, je crois que c'est sa mère, qui avait un pagne du RDPC. Tu as dit que tu n'es pas politique, mais ta mère, elle est politique. Donc, les Camerounais sont allés très loin. Oui, allez-y. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est comment ça se passe dans la tête des Camerounais. Il aurait dû, lors de son direct, essayer d'expliquer les choses clairement. Les Camerounais également s'attendait à ce qu'il aille, par exemple, ou qu'il présente, qu'il parle au nom des citoyens qui meurent tous les jours. Parce qu'on dit que jusqu'aujourd'hui, Francis Nganou ne s'est jamais prononcé. Donc, on l'a vu aux côtés de l'armée, c'est une bonne chose, comme Père Mbomboka a dit. Et c'est d'ailleurs normal, puisqu'il maîtrise les arts. Doit-il s'impliquer du militantisme de sa maman? Malheureusement. On n'en sait rien. Mais on n'en sait rien. À côté de ça, on est quand même non, c'est les internautes qui se posent la question. J'ai dit, ne devrait pas, ils sont aussi dans l'erreur. Ils sont hors sujet. Ils sont hors sujet. À côté de ça, votre maman milite dans un parti, votre problème c'est quoi dedans? Vous êtes responsable. Vous allez dire à votre maman que ne militez plus là-bas parce que... À côté de cela, on se sera attendu également qu'il fasse preuve de patriotisme et qu'il compatisse à tout ce qui se passe à chaque fois qu'il y a des tous les jours, comme d'autres le font. Alors Charles, mais est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est une fausse polémique, cette histoire-là? Oui, je peux accepter, venant de vous, que c'est une fausse polémique, mais je vous dirais que les deux camps ont raison. Les deux camps ont raison. Je commence par le premier camp. Comment est-ce qu'un Nganou apparaît au peuple? Un gars qui a trimé,
Un gars qui a souffert, à rien qui le donné. Cameroun n'a jamais rien donné, qui a pris la route du désert, qui a traversé monts et merveilles, qui a réussi à brader, à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Il le doit à la sueur de son front. Voilà comment Ganou a apparu aux yeux des Camerounais. Voilà comment il est venu un modèle. Merci Dominique Audrey. Il a fait des directs. Il a pris ses photos dans la galère. Il a pris ses photos dans le désert. C'est comme ça qu'il est venu. Lorsqu'il est arrivé, on l'a vu même quand il est rentré, il était au village, en train de piler la nourriture de sa mère, en train de faire pour dire que vraiment vos choses là, je ne suis pas dedans. Je suis un waman. Voilà, c'est ça, la fibre sur laquelle, avec laquelle il a attrapé le cœur des Camerounais. Jamais il n'a dit que je suis sécessionné, jamais il n'a dit que je suis contre. Il a toujours été comme ça. On l'a pris pour quelqu'un d'effacé. Mais ce que les Camerounais ne savent pas aussi, c'est que depuis la période, depuis les années 70, tous les champions de quelque discipline que ce soit ont systématiquement, comme l'a dit Mabok, été intégrés. Vous avez beaucoup qu'on a retrouvés à la police, qui ont été même intégrés dans le corps de la police. Vous avez beaucoup de footballeurs, oui, qui ont été intégrés dans le corps même de la gendarmerie. Ça, il faut vous le dire. Vous avez dans le domaine de l'athlétisme, beaucoup d'athlètes sont dans la gendarmerie, beaucoup d'athlètes sont dans la police, beaucoup d'athlètes sont dans l'armée. Ça, il faut le dire, ça c'est ce que les Camerounais ne savent pas. Ils ne savent pas que c'est un principe, c'est la raison pour laquelle habiller un Samuel Eto'o, ça n'a jamais posé problème. Ce sont tous des réservistes. Au moment opportun, on aura besoin de venir nous montrer comment on doit courir. Si on envoie les bombes et tout, monsieur, tu es un athlète champion, viens nous faire des cours. Comment courir, fuir les balles. Monsieur, dans le corps à corps, vous êtes fort, venez. Oui, on a besoin de tout ça. Encore, et je terminerai par là, pourquoi s'attaquer à Nganou lorsqu'on a un Albert Nzonga qu'on a commis, c'est un opposant, on l'a commis lorsqu'il y a eu un incendie à l'Assemblée nationale. On a interpellé qu'il vienne défendre, qu'il vienne faire une étude et tout. Il est venu comme expert. Pourquoi on n'a pas crié qu'un expert qui part travailler au service? On a le professeur Alain Foguet qui donne cours de stratégie militaire au niveau de l'école de l'EMIA. Pourquoi est-ce qu'on ne tire pas sur le professeur? Oui, mais est-ce qu'il y a pourtant opposant et du MRC? Pourquoi est-ce qu'on n'écrit pas sur lui? Non, je dis finalement. C'est une fausse polémique. C'est pour ça, Michel, avant en 30 de secondes. sujet, c'est pour ça que je dis toujours que toutes les revendications qui se transforment en revendications de personnes ne valent pas la peine d'être menées. Si c'est un problème du système, ok, on vous écoutera. Mais si c'est un problème lié aux personnes, alors là, vous avez dévoyé tout votre combat. Merci beaucoup, Karine. Allez, deuxième sujet qui nous interpelle également, et vous, ce matin. Le deuxième sujet concerne notamment cette correspondance signée le 14 août dernier par le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières qui demande au préfet de la vallée du Thème de suspendre jusqu'à nouvel avis les effets du bail provisoire signé le 27 mai 2020 entre la société Néo-Industrie SA et l'État du Cameroun afin d'apaiser les esprits et de trouver un consensus avec les populations locales. Alors sur le terrain, il y en a qui commentent en disant, sur la toile, il y en a qui commentent en disant tout simplement que c'est un problème tribal. Pourquoi est-ce que la société ivoirienne qui est implantée là-bas n'a pas eu ce problème-là? Il y en a qui disent que le gouvernement a commencé par la fin parce qu'on aurait dû commencer par les négociations avant d'arriver notamment à l'implémentation de cette concession-là. Et on sait tous que pour les politiques publiques, pour toute négociation d'investissement ou encore de changement dans une localité, il faut d'abord associer les populations et c'est certainement là que l'État a fauté. Alors, le problème se pose où exactement quant à la circulaire du ministre du Domaine des Affaires foncières du Cadastre quand même. Là, on parle de Henri Eyebe Aïssi qui a tranché et on interpelle quand même l'État sur sa neutralité. L'État est-il neutre dans cette histoire? Bonbon Bengan Kandji. D'un côté, on a la société ivoirienne ou l'entreprise ivoirienne PAC sur les 66 300 poussières justement d'hectares de terre qui est censé être restitué entre Néo-Industrie et PAC. Et aujourd'hui qu'il y a eu une décision et que le contrat de bail soit levé avec Néo sans pour autant voir le PAC aujourd'hui, est-ce que l'État du Cameroun est neutre, Mbon Bengal? Non, l'État du Cameroun n'est pas neutre. Il n'est pas neutre. Et l'État protège même, j'allais dire, les rapaces. Il faut dire ça. Qui est rapace ici? Il y a les autorités administratives qui ont la charge d'accompagner la délivrance d'un titre foncier. Ce n'est pas vous et moi. Pour délivrer un titre foncier à quelqu'un, je pense que ça commence par le sous-préfet,
les services déconcentrés de l'État, l'agriculture qui va évaluer les mises en valeur, l'urbanisme qui va ainsi de suite. Il y a un certain nombre de choses, la faune, la flore et tout. Et c'est ce démembrement de l'État qui sont en mesure de constater que ici, il y a telle essence, peut-être en donnant. Ici, il y a des forêts sacrées qu'on ne peut pas. Ça arrive jusqu'au niveau du préfet et ainsi de suite. Bon, mais quand ces gens-là, pour quelques billets de banque, ils ne font pas ce qu'il faut faire, il faudrait bien condamner l'État. L'État dans son entièreté. Donc, mais je ne suis pas de ceux qui disent qu'on a trompé le ministre. On a trompé. Non, on ne trompe pas. Aïdjo lui-même venait voir jusqu'à la construction de ce qu'on appelait maison de parti, le marché central et tout. Donc il vient voir qu'est-ce qui se passe réellement. Donc ici, l'État, on dit toujours, on commence par les consultations préalables. Avec les populations. Avec les populations. Cet État-là, s'il n'est pas un État voyou, je pense que je vais donner tant nombre de mètres carrés d'hectares à un citoyen, on vient voir. Est-ce qu'il y a eu des mises en valeur? Donc c'est un rapport et tout. Mais ici, lorsqu'on se retrouve en situation où on l'a tout le temps avec les exploitants forestiers, quelqu'un vient là avec nous faire des routes, c'est moi qui vais couper les boubingas et tout ça. Et voilà. D'abord, Yaoundé m'a dit que je vais laisser 100 tôles pour la construction de votre école, je vais laisser, c'est tout. Vous êtes désarmés. Le sous-préfet, le maire, quelquefois, il n'arrive même pas à, à compter le nombre, le cubage qui vous permet de procéder au calcul des péréquations des émoluments qui vous seront versés. Donc ici, l'État devrait procéder par les consultations véritables pour que les populations accueillent l'investisseur. Les mêmes populations ont réagi de la même manière à Nanga et Boko, lorsqu'on avait donné aussi aux Chinois. C'est les membres du gouvernement... Mais ça n'a pas empêché que les Chinois s'installent. Mais justement, c'est les membres du gouvernement qui sont allés négocier en leur disant qu'on va vous recruter. Écoute, un an après, les mêmes populations sont montées en disant, vous nous avez menti, on ne nous achète même pas les bottes, on ne nous achète même pas ci ou ça. Donc, et avec la guerre des élites aussi. Parce qu'en fait, ici, ce n'est même pas néo-industrie en tant que tel. C'est la guerre, c'est les élites. Donc, je ne cite pas les noms ici. Il y a une élite à qui on reproche beaucoup de choses. C'est ça son problème. Maintenant, l'autre versant, vous avez parlé des Ivoiriens, les étrangers qui y sont. Je pense que ici, le président ou le gouvernement a peur de s'engager dans une crise diplomatique. Avec la Côte d'Ivoire. Avec la Côte d'Ivoire. N'oublions pas que lorsque le président Biya tient ce discours donc le gouvernement a préféré sacrifier les Camerounais, oui, c'est ça? C'est ce qu'on va dire. Oui, ça c'est un gouvernement, j'ai dit tout à l'heure, peut-être on va me porter plainte pour outrage au corps constitué ou à la nation, je ne sais pas. Mais lorsque Pro Biya prononce ce discours le 1er juin 1995, c'est Ouattara qui aide le Cameroun à réhabiliter, à réentrer dans les guichets du Fonds monétaire international. D'ailleurs, il fait un voyage ici, je pense que c'était en janvier 1997, pour nous relancer, permettre de relancer. Donc, vous voyez donc que l'État a peur, on a peur, et on commence à vous taper dessus, vous les Camerounais qui voulez être, au lieu d'être dans une situation où, en Mbam quand même, c'est une zone frontalière. Les Camerounais, d'abord quand les ressortissants de l'Ouest sont arrivés là-bas il y a 65-70 ans, ils ne parlaient même pas la langue. Pourquoi on ne les a pas rejetés à l'époque? On les a admis et ils sont là, ils sont d'intelligence. C'est pas un problème. Il y a des velléités de tribalisme, c'est vrai, mais ce n'est pas le problème de tribalisme. Bon, Benga. Alors, ça ressort là malheureusement, alors que ce n'est pas ça. Est-ce que la corruption qui est béante au Cameroun n'est pas effectivement la chose qui est en train de créer le problème dans la vallée du Ntem aujourd'hui, où quand même, quand le Premier ministre a signé une note qui a été rendue publique et que 2 jours après, ou bien quelques temps après, que l'on revienne remettre cela en cause, est-ce que ce n'est pas la corruption qui dicte sa loi dans cette vallée du Ntem aujourd'hui? Alors, il faut dire que, je vais épouser l'idée de Bombok, c'est loin d'être une question de tribalisme. C'est plutôt, comment on va dire ça, je n'ai pas envie d'employer l'expression jalousie, je vais enlever, mais c'est l'avidité, la cupidité
de certaines élites à vouloir manger, mais manger en centaines de millions, monsieur Michel Ngachou. Voilà ce que peut faire. Sauf que cela met au goût du jour le tribalisme, une haine ambiante, une xénophobie et une impunité de la part d'un chef traditionnel qui, à Mondovision, prend le micro et se permet de dire un ensemble de choses malgré l'existence d'une loi. Je me serais posé la question si de tels propos avaient été annoncés ailleurs. Aurait-on laissé passer ainsi dans un pays comme le Cameroun et tel qu'on connaît? En 2010-2012, M. Michel Ngachou, lorsque l'État a entamé la constitution des réserves foncières, Néo-Industrie n'existait pas. Du tout. Néo-Industrie n'existait pas en cette période. C'était à l'État de procéder à la consultation des populations, comme le prescrit la réglementation, les procédures légales de travail sur les procédures légales de contrat de bail qui devraient être respectées et ceux qui devraient être déguerpis de commencer à voir. Les mesures, c'était à l'État du Cameroun. Parce que c'est en 2017, M. Michel Ngachou, si mes souvenirs sont exacts, que Néo-Industrie fait la demande, introduit la demande. Et le MINCAF convoque Néo-Industrie en lui disant, voici le MBAM, on te propose les terres, les réserves du MBAM, l'océan, l'Envila et dans la vallée d'une Thème. Néo fait venir, Industrie fait descendre une équipe d'experts qui font l'étude du terrain. On se rend compte que seule la vallée d'une Thème est propice à la culture du cacao. Monsieur Michel Ngachou, c'est là où ils entament le respect de procédure. Néo-Industrie a respecté la procédure en allant rencontrer le MINCAF. L'attribution ne souffre de rien. Pourquoi est-ce que depuis, on ne parle que de cette affaire de 66 000? Néo-Industrie n'a pas pris 66 000 hectares. Néo-Industrie n'a que 26 000 hectares. PAC, l'entreprise ivoirienne derrière laquelle se cachent les grosses pontes de la vallée du Thème, à 30 000. Et une élite, celle dont on ne veut pas citer le nom, comme l'a dit Mbambok, elle se retrouve avec 10 000 Donc, hectares. Permettez, c'est une tripartite. Oui, c'est une tripartite. Il y a Néo-Industrie, il y a PAC, et il y a une élite qui ne veut, dont on ne parle pas. Voilà donc, c'est Néo qu'on met devant en disant non. Excusez-moi que je le dise, hein, M. Michel Ngachou, voilà le Bamileke qui est en train de venir, c'est lui qui veut venir prendre, il veut prendre toutes les terres, alors qu'il y a 40 000 hectares dont on ne justifie pas, M. Michel Ngachou. C'est là où le bas blesse, parce qu'on devrait être honnête. Vous vous rappelez que l'Institut américain John Hopkins est allé plus loin, avait révélé que l'État du Cameroun avait concédé 105 000 hectares aux Chinois. Personne dans ces zones ne s'était levé pour parler. Le groupe Castel et Villegrain est allé jusqu'à prendre 50 000 hectares dans le processus de rachat de Sosikama Koteng et Abadjan. Personne n'a parlé. Que dire des 100 000 hectares, des milliers d'hectares, 100 000 milliers d'hectares de la PHP. Donc vous vous rendez compte qu'ici, c'est une élite qui veut particulièrement manger et on se retrouve à faire des pressions, moult pressions. On part parce que sur le terrain, il y a des gens qui se débrouillent. Dans la culture du cacao, de ce côté, ce sont ces personnes qu'on va financer derrière en disant on veut venir prendre vos terres, on veut venir faire ceci. On parle aussi des 30 000 hectares des Ivoiriens, de PAC des Ivoiriens, derrière laquelle les élites de la vallée d'une Thème sont actionnaires, et des 10 000 hectares qui sont en train d'être pris par une seule élite. Charles Hamel, j'aurais bien voulu qu'on s'étale longuement sur ce sujet avec vous ce matin. Malheureusement, nous sommes arrivés au thème justement de notre programme, madame, messieurs. Et on va vous quitter ce matin avec un courroux quand même qui est réel dans les établissements scolaires. S'il vous plaît, promoteurs d'établissements privés, maternels, primaires, secondaires, restituer les bulletins aux élèves ou encore aux parents pour qu'ils puissent inscrire leurs enfants dans les différentes écoles. Pour ceux qui sont déplacés, à demain, 10 h.